Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 441 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, la suite de nos bilans. On attaque les dernières équipes avec cette fois-ci les Golden State Warriors. Bilan des Warriors en compagnie de Constant, de Dunk Hebdo et We Are Thunder France. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan 2025 avec cette fois-ci les Golden State Warriors, avec quelqu'un qui est assez malheureux, très malheureux même, puisqu'il a très mal au poignet en ce moment. Faut dire qu'il faut porter le poids de la bague, la nouvelle bague. C'est Constant, comment ça va, Constant ? Ah, ça va très bien. Effectivement, j'attends que l'opening night, bien sûr, avec le plan de caméra sur Kevin Durant qui va voir la bannière levée au plafond, puisque visiblement il a toujours ses petits griffes envers la franchise. Mais effectivement, j'attends de recevoir ma bague. Non, mais blague à part, c'est vrai que bon. J'ai été plus malheureux en... Un beau printemps. Voilà, un beau printemps. En termes de supporters d'équipes de sport, j'ai été plus malheureux que de suivre le Thunder entre le mois d'avril et le mois de juin, même entre le mois d'octobre de l'an dernier jusqu'au mois de juin. Alors, on va pas se mentir. Ouais, et puis enfin un titre après 5 longues années d'attente, quoi. C'était infernal, hein. Ouais, attends, la reconstruction sans fin, bien sûr, hein. Reconstruction, soi-disant, qui a duré extrêmement longtemps, et puis finalement, 2 campagnes de play-off, et puis voilà, un titre, hein, c'est pas mal, hein. Beau petit parcours. Faut-il voir malice dans le fait que toi, fan d'OKC, tu aies voulu prendre les Warriors dans cette série des bilans 2025? Est-ce que c'est un peu c'est une équipe qui aurait peut-être pu nous embêter, mais finalement heureusement on n'a pas eu les affronter, ou il y a un truc de ça ou pas? Non, c'est toi qui as proposé les Warriors, hein. Moi j'ai pris très modestement, mais tu vois, on avait fait, je crois, les deux l'an dernier et l'année qui précédait encore celle de l'an dernier, on avait fait les Clippers. Exactement. Alors là, pour le coup, ça aurait vraiment été complètement malicieux de refaire les Clippers l'année où le Thunder remporte le titre. Ça, pour le coup, là, ça aurait été le calice jusqu'à la Ligue, je pense. Disons que Clippers Thunder, il y a un peu ce lien aussi avec les pics qui n'est pas fini, je crois, non? Il y en a un 26 encore? Non, il y en a deux, puisque au KC, on avait récupéré un autre pour faciliter le trade de James Harden aux Clippers. Donc, il y en a encore deux. Il y a un 2026 et il y a un swap 2027, il me semble. Effectivement, donc oui, d'accord, c'est vrai. Il y en a plusieurs des OKC Clippers. Donc Constant, fan de OKC, très content, malgré le poignet un peu plus lourd que d'habitude, bien entendu, de We Are Thunder France, même si tu n'y es plus également, tu peux nous en parler, et également de Dunk Hebdo, même si on sait que le projet s'arrête bientôt, on ne peut pas en dire plus sur le futur de ce projet-là, le futur projet, on va dire, mais un bel été où des projets s'arrêtent, notamment pour toi, mais c'est bien de s'arrêter après un tel printemps, on peut dire, et après ça se conclut de la plus belle des manières, peut-être. Oui, c'est ça. C'est de toute façon, j'en ai parlé sur Twitter, même si je suis en privé, mais je suis parti. j'ai quitté We Are Thunder en bon terme. Hein. C'est pas un arrêt entre guillemets. C'est juste ça faisait 5 ans que je faisais chez We Are Thunder. Je suis arrivé. On était au moment de la bulle. La bulle n'avait même pas encore redémarré. Le premier épisode où j'interviens, c'est pour parler du contrat de Lou Dort, du two-way de Lou Dort qui se transforme en contrat standard. C'est pour dire à quel point je date. Donc j'ai fait tout le processus de reconstruction. Pour ceux qui suivent la chaîne We Are Thunder France, vous avez vu qu'il y avait eu un débrief après chaque match de playoff sur l'intégralité du run de playoff du Thunder. J'en ai fait 17 sur les 22 parce qu'il y a un match, il y a un débrief où c'était le game 1 plus le game 2 face à Denver. 17 sur 22, on va pas se mentir, ça a été usant de faire ce débrief généralement moins de 24 heures après le match. Il a fallu monter, il a fallu publier, etc. Donc voilà, moi je me sentais plutôt dans une optique d'avoir fait le tour et surtout d'être allé au maximum de mes ressources et de mes capacités. Et comme le Thunder a remporté le titre, j'ai fait écoutez, on va terminer sur la plus belle note. J'ai terminé sur un débrief de Game 7 de finale remporté. Bon, il y a eu pire comme finish pour partir. Disons qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Enfin, je veux dire, la tâche est accomplie pour We Are Thunder France, quoi. On peut s'arrêter, plier bagages et puis voilà, quoi. Non, on continue à écouter We Are Thunder France, hein, bien sûr. Hein. Le projet, oui, mais toi, il y a un peu ce côté, le titre est fait, merci, quoi. Au revoir, je peux plus rien faire de plus, quoi. C'est ça, en fait, si OKC n'avait pas été champion, j'aurais probablement poussé une année de plus. Ah oui? Et moi je voulais le titre, tu vois, et là je me suis dit OKC est quand même bien positionné pour faire le back-to-back. Il n'y a pas eu de back-to-back depuis les Warriors 2018. Est-ce que tu pousserais pas une année de plus? Et puis finalement, je me suis dit, avec ce genre de raisonnement, tu t'arrêtes jamais.
Donc, autant s'arrêter sur un titre. Et puis, je préférais partir sur un titre plutôt que de pousser une année de plus et puis que finalement, tu perdes au premier tour contre, je sais pas moi, les Spurs, tiens, allez hop. Et puis, tu partes en disant, ah oui, alors j'aurais dû partir un an plus tôt, en fait. Ouais, t'imagines le mec qui en 1991 se dit, allez, un an de plus jusqu'à ce que Chicago devienne mauvais, quoi. Il fait toute la décennie. Ah, il aurait dû attendre 99, mais... Mais en effet, alors, quête de back-to-back pour OKC, mais on va pas en parler aujourd'hui. Belle transition. Les derniers à avoir fait un back-to-back, ce sont les Golden State Warriors, notre équipe du jour. Donc, Constant, bien entendu, de OKC, de We Are Thunder France, mais aussi généraliste sur Dunk Hebdo depuis plus de 2 ans, je crois, maintenant. Donc, ouais, de 2022, début de saison 2022-2023, donc ça va être quasi 3 ans. Ouais. Et puis que vous connaissez aussi très bien sur le Basket Lab pour parler de tout et de rien, sur tous les formats, je crois que tu les as tous fait à peu près. Donc aujourd'hui, les bilans 2025, cette fois-ci les Golden State Warriors, donc notre format habituel des 10 stats de la saison pour traiter un peu les bilans, c'est-à-dire 10 stats, des stats soit intéressantes en elles-mêmes, soit sinon un peu qui servent de prétexte. Le but est toujours de parler de jeu, vous le savez, parler un peu de joueurs, parler de collectif, etc., etc. Le format, tu le connais très bien, donc je peux te lancer sans plus tarder. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Warriors 2025 ? La première stat du jour, c'est 38. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Le nombre de victoires depuis février. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le nombre de starting five différents utilisés par Steve Kerr. 38. Parce que finalement, je trouve ça très intéressant d'ailleurs que tu m'aies donné les Warriors, puisque je me rappelle très bien de l'épisode Clippers qu'on avait enregistré l'an dernier, où globalement l'épisode Clippers était divisé en 2 parties. C'était les Clippers d'octobre jusqu'à février, puis les Clippers de février jusqu'au mois d'avril. Avec les Warriors qui, pour le coup, sont un peu dans la même dynamique, hein, enfin étaient sur la même dynamique cette saison, puisque d'octobre à février, c'est une équipe qui végète dans la 10e place, aux alentours de la 10e place après un très bon début de saison et qui se retrouve avec un bilan à l'équilibre au moment du trade de Jimmy Butler. Je crois qu'ils sont en 25-25 ou 25-26. Et puis, il y a ce trade le 8 février qui est le premier match joué par Jimmy Butler sous un maillot des Warriors où ça décolle en termes de bilan. Donc j'ai trouvé intéressant, puisqu'on parlera beaucoup, je pense, de cette équipe qui a vraiment à évoluer sur différentes vitesses en fonction d'où tu te situais dans la saison au niveau calendrier en termes de matchs joués. Mais 38, je trouve que c'était une bonne illustration de montrer à quel point il y a eu des chamboulements dans l'effectif via des trades et aussi des chamboulements dans l'effectif vis-à-vis des décisions qu'a pu prendre Steve Kerr sur son personnel, parce qu'il débute la saison, Trey Jackson Davis est titulaire avec Jonathan Kuminga, puis après, il y a je vais pas vous citer les 38 line-up différentes, les 38 5 majeurs différents, mais en début de saison, Steve Kerr il fait une rotation à 12 en conférence de presse, il dit on va rester sur cette rotation à 12 parce que ça marche très bien, il y a du D'Anthony Melton, il y a du Kyle Anderson, et finalement, il s'est retrouvé petit à petit au fur et à mesure que le bilan des Warriors commençait à vraiment rester très très proche de l'équilibre, à ne pas beaucoup bouger de l'équilibre, à expérimenter un peu plus, tu vois. En début de saison, il changeait ses starting five en fonction de l'adversaire. Plus la saison progressait jusqu'au trade de Jimmy Butler, il s'est retrouvé dans une période d'adaptation et de trouver des solutions surtout. Alors il a pas été aidé par les blessures qui parfois ont été handicapantes, hein. La blessure de Jonathan Kuminga qui l'a éloigné pendant quasi 2 mois, la blessure de D'Anthony Melton qui l'a mis out pendant l'intégralité de la saison. Enfin voilà, il y a eu pas mal de blessures du côté des Warriors, mais ces 38 starting line-up montrent que c'est une équipe qui a dû s'adapter, que ce soit en termes de personnel parce qu'elle n'avait pas forcément un starting five clair et établi, ce qu'elle a pu avoir sur la fin de saison, et puis aussi parce que Steve Kerr voulait être très adaptable, on va dire, à ce que pouvait proposer l'adversaire. Et alors j'ai pas le classement sous les yeux, toujours est-il que je suis allé vérifier, les seules équipes qui ont utilisé plus de 5 majeurs que les Warriors, ce sont des équipes de tanking, ce sont les Hornets, ce sont les Sixers. Enfin voilà, globalement ça montre que les Warriors, oui, ont utilisé beaucoup de starting five différents, c'est pas ceux qu'on a le plus utilisé, par contre c'est la seule équipe qui a réellement été compétitive à en avoir utilisé autant sur la saison. Ce que j'allais dire, c'est que il y a ce truc un peu marrant que d'habitude les équipes avec énormément de starting line-up différents, c'est parce que il y a 35 joueurs utilisés dans la saison, il y a du tanking, il y a des équipes un peu nulles quoi. Alors que là, les Warriors ont je suis allé voir là, 17 joueurs à peine numériquement, 17 qui ont joué plus de 20 matchs. Donc c'est assez resserré, mais je te rejoins un peu sur l'aspect il y a un aspect coaching où Steve Kerr peut parfois être un peu rangé dans cette catégorie de
Alors, vers moitié plein, c'est le scientifique tactique, scientifique fou qui va tester plein de trucs. Parfois, le vers moitié vide, selon quand ça marche pas, selon les fans, il est dans le surajustement. Toujours est-il que, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de changements. Donc, il y a le côté tactique déjà de Steve Kerr de base, mais les blessures, les trades. D'ailleurs, Melton qui fait le début de saison, comme t'as dit, mais ensuite c'est fini. Il y a Schroeder qui arrive et qui repart. Donc là, tu vois, Schroeder a aussi réussi à accumuler pas mal de line-up avant de repartir, etc., etc. Mais malgré tout, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que tu vois, il y a plein de line-up, comme tu dis, 38, c'est énorme. Et malgré tout, ils ont quand même un line-up à 450, plus de 450 possessions jouées ensemble, ce qui est quand même pas mal au final d'avoir un line-up aussi gros alors qu'il y en a autant numériquement. Et c'est le line-up avec Curry, Podz, Moses Moody, Butler et Draymond Green. Et donc, il y a un peu ce truc marrant de à la fois, on se cherche beaucoup, il y a beaucoup de turnover de joueurs, de blessures, de trades, etc. Et pourtant, à la fin, il y a quand même ce 5 de départ ou ce 5 un peu majeur qui était quand même assez solide et hyper bon ensemble. Et je pense qu'on va en parler aussi dans ce podcast. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Alors, ce que je trouve aussi assez amusant, c'est que tu as parlé effectivement de la line-up la plus utilisée qui a joué 459 possessions. C'est 26e ou 27e sur les line-up les plus utilisés sur la saison. Et la deuxième line-up la plus utilisée par les Warriors, c'est la Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green et Quinton Post qui n'a joué que 248 possessions ensemble. Ouais. Donc là, on divise déjà par deux. Et ce que je trouve amusant, ou en tout cas ce que je trouve assez significatif, c'est que c'est une line-up sans Stephen Curry. Ouais. Effectivement. Non mais même globalement, avant d'entamer un peu le sportif et tout, on peut aussi en parler. Je pense que Butler est un peu venu sauver le projet en un sens, ou bien le requinquer pour la fin de carrière de Curry et Draymond. Mais je sais pas si tu te souviens, mais on avait un peu cette frustration de le GM, donc le nouveau GM Mike Dunleavy Jr. On met du temps, quoi. Pourquoi on fait pas ce move? Pourquoi on fait pas ce move? Ils avaient loupé l'été dernier à la fois Mark Cannon et Paul George. Alors peut-être. Sans doute ils ont bien fait, mais tu vois, peut-être qu'on n'aurait pas la même vision aujourd'hui si Butler n'était pas tombé un peu de nulle part, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un peu un concours de circonstances où lui ne se plaît pas à Miami alors que il s'y plaisait depuis toujours. Le côté dispute contractuelle, le côté aussi où d'autres équipes qui auraient pu l'avoir finalement n'y vont pas, genre Memphis. Par exemple, peut-être les Clippers aussi qui auraient pu y aller pour remplacer Paul George, par exemple. Enfin bref, il y a plein d'éléments comme ça et au final, tant mieux, et on va dire à quel point c'est tant mieux, et je pense que sur les 2-3 prochaines années, on va voir peut-être qu'il y aura un titre ou des finales de conf et que ça va être tant mieux, mais ça faisait quand même quelques temps que on disait, quand est-ce qu'on fait le move, quoi, et ça y est, il est enfin arrivé. C'est ça. Après, tu vois, il y a ce côté aussi où Mike Dunleavy, je sais qu'il a été pas mal critiqué par la fanbase pour ses inactions, mais il ne bénéficiait pas de la même largesse au niveau financier, on va dire, que ce qu'a pu avoir Bob Myers, typiquement. Bob Myers, ouais. Le chèque, c'était un chèque en blanc, il y avait juste à inscrire le montant de la luxury tax dessus. Là, pour le coup, à partir du mois, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Bob Myers a quitté le navire, c'est 2023, fin de saison 2023, parce qu'il y avait des grosses décisions contractuelles à prendre vis-à-vis de Draymond Green, vis-à-vis d'autres joueurs aussi, et on va dire qu'il a préféré partir du côté d'ESPN pour ne pas être catalogué comme celui qui a brisé le corps de le Big Three qui était Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green. C'est Mike Dunleavy Junior du coup qui a dû s'en coller, effectivement, qui a dû s'y coller. Et t'as pas mal de décisions qui ont été prises dans une optique financière. Rappelle-toi le trade de Jordan Poole contre Chris Paul, qui est dans une optique purement d'économie à N+1. Le refus de faire Paul George, c'est aussi dans une logique de on veut garder de la flexibilité financière. Bon, finalement ils font Jimmy Butler, ils repartent un petit peu dans cette optique puisqu'ils lui ont donné un max sur 2 ans de grosses dépenses, ou en tout cas vraiment d'avoir nos 3 meilleurs joueurs qui prennent quasiment 90% du cap, puisque Steph Curry a le pourcentage du cap le plus élevé en NBA encore cette saison. Et puis il y a aussi, tu vois, tu parlais de concours de circonstances vis-à-vis de Jimmy Butler, il y a aussi le refus de Kevin Durant de retourner à Golden State, puisque sinon, si on en croit les rumeurs, il y aurait potentiellement eu une réunion entre Golden State et Kevin Durant si Kevin Durant avait eu envie de revenir. Donc finalement il se retrouve à refaire Jimmy Butler. Je sais pas ce que ça aurait donné avec l'ajout de Kevin Durant. On parlera effectivement de tous les bienfaits qu'a pu apporter Butler cette année aux Warriors sur la seconde partie de saison. Ça aurait été différent avec KD, mais dans tous les cas, on repart dans cette optique d'abandonner un petit peu la double timeline, ce qui avait beaucoup été évoqué là aussi fin de saison 2022 après le titre, où il y avait Jonathan Kuminga, où il y avait Moses Moody, où il y avait toujours encore un petit peu de James Wiseman, il y avait des jeunes pour essayer d'encadrer et d'accompagner la jeune génération. Et là, t'es plutôt dans une optique de maximiser à fond sans trop
utiliser tes assets du futur, mais d'essayer de maximiser les dernières années de Stephen Curry et de Draymond. Oui, et dans le concours de circonstances, on peut aussi rajouter la no trade clause de Bradley Beal, qui a peut-être sans doute fait capoter un trade de Butler aux Suns, parce que là aujourd'hui on oublie, mais à l'époque c'était un peu la destination favorite de Butler pour aller aux Suns. Donc parce que tu parlais de Butler à Memphis, je pense que Memphis aurait été bien content de le faire, Jimmy Butler. C'est Jimmy Butler qui a dit je ne re-signerai pas chez vous, donc ça sert à rien. Alors, je suis d'accord avec toi. Cela dit, à quel point est-ce que lui ne voulait pas y aller, parce que derrière les dirigeants étaient aussi en mode nous on veut bien pour la fin de saison et de toute façon on veut pas t'offrir un max parce que nous on a des impératifs financiers quoi. Tu vois, donc forcément il voulait pas y aller aussi. Mais je suis d'accord avec toi aussi de ce point de vue-là par rapport à Memphis. Mais non, mais je trouve que l'année, au final, comment est-ce qu'on doit juger ça, tu vois comment est-ce qu'on doit juger, parce que aujourd'hui, a posteriori, on se dit, bah ouais, tu fais Butler, c'est immensément mieux que Mark Cannon, qui a été surpayé désormais au Jazz, et qui était pas parfait, qui était même pas un joueur du même chapeau, et Paul George, où on a vu à quel point c'est devenu mauvais, la blessure, le déclin, point d'interrogation, ou juste l'âge, etc. Aujourd'hui, tu sembles être dans la situation parfaite, mais en un sens, je trouve que c'était un peu un pari risqué, hein, d'attendre, de pas faire des coups. Et heureusement que ça tombe, le Butler, un peu de nulle part. Heureusement que ça tombe et ça vient tout sauver. On peut aussi argumenter de l'autre côté et dire, en même temps, il s'est montré patient, puisqu'il a pas fait les moves qui étaient imparfaits. Il a attendu le gros move et ce move est arrivé. Et certes, il était un peu improbable, je pense. Mais cela dit, en NBA, on sait qu'il se passe toujours des trucs comme ça. Donc, j'exagère un peu, mais un peu tous les ans, il y a un mec génial, dispo, quasiment. Tu vois, si on remonte, il y a Butler, il y avait Kevin Durant, c'est tous les 18 mois d'ailleurs. Il y avait Lillard aussi, il y a pas longtemps. On remonte, mais à chaque fois, il y a un mec. Donc, je pense il y a deux façons de voir, quoi, tu vois, par rapport à McDaniel. C'est soit il a joué avec le feu mais il a été sauvé, soit on peut dire aussi il a été patient de pas faire le move un peu cheap parce qu'il faut le faire et d'attendre pour le vrai bon move. Et ça, il faut quand même aussi peut-être lui donner crédit là-dessus. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et puis j'ai envie de dire que la manière qu'on a d'analyser ou de juger ces mouvements est souvent liée à un prisme de résultats sportifs. Et là, on peut dire que si jamais les Warriors font Jimmy Butler, que finalement sur la seconde partie de saison ça ne se passe pas comme ça s'est passé, qui continuent de végéter aux alentours de la 10e, 9e place, qui font le play-in et que potentiellement ils font le play-in ou ils se qualifient en play-off, mais vraiment d'arrache-pied, un petit peu comme ce qu'a pu faire le Heat du côté de la conférence S. On n'a peut-être pas le même regard, on n'a peut-être pas la même vision de ce move-là. Mais là, vu que ça a très bien fonctionné sur la seconde partie de saison et que finalement t'as eu une série de playoffs remportés face à Houston, même si voilà, c'était potentiellement une match-up que t'avais très envie de tirer, et t'as eu des circonstances défavorables avec la blessure de Stephen Curry face aux Wolves. Enfin, tu vois, même l'élimination en playoff finalement laisse pas porteur d'espoir, mais en tout cas te laisse pas un goût amer en disant on a été battu par plus fort que nous. Il y a des éléments extérieurs très importants, en tout cas hors du cadre tactico-technique, on va dire, qui font que du côté des fans des Warriors, tu peux avoir une tendance à l'optimisme pour la saison à venir. Mais même, tu vois, ça avait mal commencé avec, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit de Chris Paul l'été dernier. Donc, on le laisse partir. On n'active pas la team option parce que sinon on était coincé avec lui ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est nul. De l'autre côté, tu vois, Melton, c'était bien comme signature. Oui. Anderson, c'était bien comme signature, je trouve. Il y avait aussi, Schroeder. Faire le trade de Schroeder début décembre. Comme ça, pile 2 mois après, il est de nouveau dispo, pile pour la trade deadline. C'est aussi ce qui permet de faire le trade de Butler, justement. Donc, il y a quand même eu des très bons trucs, quoi. Donc voilà, d'ailleurs, je peux caler ma première stat du jour, si tu veux bien. Moi, je suis allé très simple, 9,4. Voilà, 9,4, c'est le net rating des Warriors post-deadline, justement. Et donc, avec Jimmy Butler, plus 9,4 de différentiel attaque-défense, c'était simplement le 3e meilleur de NBA. Et encore 3e parce que y a OKC qui a plus 13 dans une saison historique, et Boston également qui était un sérieux client à plus 10. Mais tu vois, faire une deuxième partie de saison à plus 9 en termes de chiffres bruts, et des fois t'es premier de NBA en fait, avec ce chiffre, hein. Donc c'est pour dire aussi à quel point le chiffre était élite. Cela dit, à prendre avec des pincettes, c'est pas un vrai plus 9 sur 82 matchs, c'est un plus 9 sur une 25-30 matchs, donc c'est un peu moins définitif, gravé dans le marbre, on est d'accord, mais tout de même, quoi. Je pense que quand on arrive en play-off et qu'on dit c'est un des favoris et que ça se confirme un peu, moi j'étais un peu conforté dans ce truc de l'équipe elle est géniale, quoi. On n'a pas eu le temps de le voir parce qu'en termes de victoires, ils sont pas de suite remontés à 60 victoires, il y a pas eu le temps de faire ça, mais le fond de jeu proposé durant ces 2-3 mois de saison, de fin de saison, était quand même géniaux. Autre chiffre que j'avais, c'était le nombre de blessures de Stephen Curry en playoff, tu vois, je viens de suite le mettre là-dessus parce que
c'est un peu ce qu'a stoppé le fait qu'on ait vu cette équipe d'élite, à mon sens, s'exprimer pleinement en play-off. Comment est-ce qu'ils faisaient donc cet incroyable net rating de quasiment plus 10, c'est 8e attaque et première défense, grâce au trade de Butler, je pense qu'on en reparlera. Mais juste rapidement, pour finir là-dessus, est-ce que c'était une surchauffe? On parle de petit échantillon, justement. Est-ce que ce net rating est un peu une surchauffe? Donc, en général, les chiffres d'attaque ou de défense peuvent être boostés par un élément qui est sujet à la variance, à un côté aléatoire, c'est le shoot. Donc, je suis allé vérifier. Est-ce qu'en attaque, ils ont été en surchauffe à 3 points? Pas tellement, hein. Pas tellement sur la deuxième partie de saison, 12e sur 30, tu vois. Bon, c'est pas tant que ça, ils sont à 37%. Sur la même période, OKC est à 41, par exemple, tout en haut. Donc là, on voit bien l'effet un peu surchauffe d'une équipe sur un petit échantillon. Les Warriors, pas tant que ça. Et côté défensif, ont-ils eu la fameuse Jedi Defense, où ils ont une top defense, parce qu'en fait, en face, sur 20 matchs, personne met des 3 points face à eux et c'est un peu aléatoire? Pas du tout. 22e sur 30. Donc, en fait, non, ils n'ont pas du tout eu de surchauffe ou sur-aide de la part d'un côté, tu vois, chance à 3 points offensif ou défensif. Donc, là encore, ça me confirme un peu dans ce côté, je pense vraiment que ces 2-3 mois étaient un peu pour de vrai, quoi, et qu'on avait vraiment une équipe d'élite qui débarquait en play-off. En fait, on aura l'occasion d'en parler un peu plus dans le détail, peut-être quand on évoquera le cas de Jimmy Butler, mais si on va chercher les four factors, donc un petit peu les facteurs déterminants qui peuvent expliquer le fait qu'une équipe ait énormément progressé. Quand l'attaque des Warriors est première au free throw rate, donc au ratio tir tenté, lancer franc tenté, c'est-à-dire qu'elle tente beaucoup de lancers francs et qu'elle est première en turnover provoqué, donc les équipes adverses perdent le plus de ballons face à la défense des Warriors à partir du moment où il y a le trade de Jimmy Butler, c'est difficile d'évoquer une surchauffe. On va dire que c'est des facteurs, la provocation de lancer et la provocation de turnover, que tu peux garder sur l'intégralité d'une saison, même si, tu vois, je mettrais peut-être toute petite pincette en disant que sur l'intégralité d'une saison régulière, peut-être qu'avec un Butler un peu moins préservé, un peu moins mis hors pot comme il a pu avoir avec sur le début de saison avec Miami, peut-être que ce sera difficile de garder cette intensité du match 1 au match 82. Mais dans tous les cas, non, moi je trouve pas du tout que ce qu'ont pu proposer les Warriors sur la seconde partie de saison soit particulièrement une surchauffe. Là où je mettrais peut-être un petit lapsus, c'est face aux grosses équipes, les fameux top 10 au net rating, où finalement si tu regardes leur net rating face au top 10 net rating à partir du trade de Jimmy Butler, donc face entre guillemets aux 10 meilleures équipes NBA, ils sont que 8e à 1 point. Donc on est très loin du 9.5 que tu as pu avoir sur le net rating au global, on va dire. Et là où ils font un très gros net rating, c'est face au bottom 10 en termes de net rating, où là effectivement ils sont à plus 17.1. Donc tu vois, moi on avait fait un power ranking chez Dunk Hebdo, on n'avait pas classé les Warriors. Bon, on s'était pris une volée de bois vert ensuite parce qu'on n'avait pas choisi les Warriors, mais en même temps on avait mis Indiana dernier de notre power ranking et OKC premier. Donc comme quoi le power ranking était soit complètement dans le vrai, soit complètement dans le faux, aux gens de choisir. Mais oui, il y avait ce côté, tu vois, où c'était finalement avec du recul, c'était une équipe qui était excellente, mais face au top team, tu vois, j'étais beaucoup plus chaud. Alors, on l'a vu sur la série, on l'a vu, il y a eu la blessure de Stephen Curry, mais je me rappelle très bien de Kebdo avoir défendu les Wolves en disant attention à ces Wolves qui peuvent créer une surprise, parce que pour le coup, c'était une équipe qui performait vraiment très bien face au top 10 net rating et qui avait quelques soucis dans le clutch, mais que moi je pouvais potentiellement voir être réglé, et finalement c'est ce qui a pu se passer notamment sur le premier tour face aux Warriors. Donc c'est peut-être le tout petit bémol que je mettrais sur la seconde partie de saison, tu vois. Disons que le net rating, donc le différentiel attaque-défense n'a pas été boosté par un côté aléatoire au shoot, ok, mais comme tu dis, ça veut pas dire qu'il est forcément représentatif, puisque en fait le différentiel attaque-défense a été boosté parce que quand ils ont mis des grosses claques à des Sacramento, à des Dallas sans Doncic évidemment après la deadline, à des Charlotte ou effectivement il y a des grosses victoires, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas le côté aléatoire au shoot qu'en effet la moyenne est représentative. Donc toujours faire attention, et toujours pour ceci qu'on parle de regarder un gros échantillon notamment. Quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Warriors 2025 ? Justement, ma deuxième stat du jour, c'était un petit peu cette stat-là, tu vois, c'était la stat du 1-1, vraiment 1
au free throw rate, 1 au turnover provoqué, et ça montre un petit peu l'impact qu'a pu avoir Jimmy Butler. Et globalement, si on parle de cette défense des Warriors, tu vois, tu parlais du fait que c'était une équipe qui ne subissait pas beaucoup de 3 points. Je trouvais que c'était la manière dont ils avaient de défendre. Alors c'était une équipe qui était relativement moyenne défensivement avant l'arrivée de Jimmy Butler, qui est devenue une défense élite, mais qui n'a pas dévié de son intention de jeu, qui n'a pas dévié de ses principes. C'est globalement, si vous prenez le location effective field goal percentage, alors comme ça vous paraît très abstrait, mais c'est on va dire, c'est d'un point de vue analytique, c'est les zones les plus rémunératrices. Si vous prenez beaucoup de tirs à 3 points, globalement, votre location effective field goal percentage va être très bon par rapport à si vous êtes les Kings et vous prenez beaucoup de mi-distance. Et il y a cet aspect-là pour les défenses, et du coup, celui des Warriors, le location effective field goal percentage est premier à partir du moment où il y a le trade. En défense, tu veux dire? Ouais, en défense. À partir du moment où il y a le trade pour Jimmy Butler. C'est-à-dire que les tirs qu'il concédait étaient dans les zones les moins rémunératrices. C'était l'équipe qui concédait le plus de mi-distance de toute la NBA à partir du moment où il y a le trade de Jimmy Butler. Globalement, si t'es une défense qui provoque beaucoup de turnover et qui en plus concède beaucoup de mi-distance, il y a de fortes chances pour que ta défense s'améliore drastiquement. C'était l'équipe qui concédait le moins de tirs au cercle et c'était une équipe qui était dans le milieu du paquet à 3 points. Donc il y a vraiment eu cet aspect où du côté des Warriors, il y a eu un changement avec l'arrivée de Jimmy Butler, pas tant de physionomie, mais on va dire de qualité. Alors t'as eu des ajouts qui ont aidé à augmenter cette fréquence de turnover. Il y a le retour de Gary Payton aussi qui aime bien pour provoquer des turnovers. Il y a eu Draymond Green, j'en parlerai, mais qui est passé dans une autre stratosphère, même s'il était très bon en seconde partie de saison défensivement. Et voilà, ce que je trouve intéressant du côté de cette défense des Warriors, c'est que c'était une défense qui était pas analytique, mais en tout cas qui laissait peu de place à la variance et qui laissait peu de place finalement au gros carton offensif que tu pouvais subir de justement une équipe ou typiquement OKC ou d'autres équipes qui avaient tendance à concéder beaucoup de 3 points. Du côté des Warriors, c'était pas cette physionomie-là, c'était provocation de turnover, augmentation du jeu de transition, ce qui a aussi aidé l'attaque à s'améliorer, on en parlera après. Et voilà, je trouve que défensivement, il y avait cette physionomie qui était très intéressante, c'était on va jouer le jeu des zones les moins rémunératrices pour les équipes adverses, ce qui est déjà difficile d'emmener les meilleurs joueurs offensifs dans le mi-distance, tout en protégeant le cercle et en essayant de forcer les turnovers. Et du coup, ce cocktail-là fait que on avait la meilleure défense sur les 2 derniers mois de saison régulière. C'est vrai que c'est aussi un aspect, un domaine du jeu où on voit l'impact de Butler en fait, qui est un des meilleurs intercepteurs de NBA avec un QI défensif assez incroyable, un côté anticipation, ligne de passe, les mains extrêmement actives. Et avant-après, il passe de 12e à 1er de NBA sur les turnovers. Donc ouais, mais comme tu dis, c'est vrai que si par rapport à ça, ça ne suffit pas. Il y a pas que ça. Il y a pas que les pertes de balles qui expliquent parce que ok, ils sont premiers sur une catégorie, mais c'est pas comme si c'était la catégorie où qui influe sur 80% du jeu quoi. C'est juste c'est quoi, c'est une dizaine, une quinzaine d'interceptions par match grosso modo. Voilà, sur 100 possessions. C'est 17%, ouais. Ouais, voilà, c'est pas énorme quoi. Sur 100 possessions, c'est pas non plus c'est pas que ça qui explique. Et bizarrement, quand tu regardes les autres, les 4 factors, donc les 4 facteurs stats, adresse, turnover, rebond et lancer franc, mais en fait, à part au turnover, ils sont à peu près moyens partout, quoi. Ils sont moyens en adresse concédée, moyens en rebond. Bon, lancer franc, ils sont top 10, mais ils sont pas non plus élites. Il y a que le turnover où ils sont élites, et tu dis, mais comment ils peuvent être première défense de NBA alors que ils sont un peu moyens dans tous les domaines stats. Mais c'est que, comme tu dis, il y a cet aspect de profil de tir. C'est même pas dans l'efficacité qui va être concédée ou subie. C'est plutôt dans arriver à contrôler les zones du terrain où tu vas concéder des tirs. Donc ouais, c'est quand même assez notable. Et pour le coup, ça c'est vraiment l'ajout de Butler qui permet ça, mais pas que. Toi, fan d'OKC, tu te souviens sans doute du match où les Warriors sans Draymond vont battre chez eux OKC de SGA et de tout le monde. Il y a la blessure de Chet aussi. Je tiens à préciser. C'est vrai. C'est le match où Chet se blesse, voilà. Oui, mais il y avait déjà un côté schématique aussi de Steve Kerr, quoi. Donc l'apport de Butler en un sens est à stade du premier en turnover défensif, premier en perte de balle forcée, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais le gâteau étant tout de même cet aspect schématique et tactique de Steve Kerr qui, même l'an passé, tu sais, avec Kuminga, qui avait un peu émergé en deuxième partie de saison, c'était une défense qui avait retrouvé un peu les classiques de concéder très 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 peu de tirs au panier, comme un peu tout le temps depuis le début de la dynastie, quoi. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que quel que soit le personnel, Steve Kerr arrive à mettre en place toujours à peu près les mêmes des schémas qui amènent au même résultat, c'est-à-dire notamment protéger le panier,
plutôt forcer les tirs dans la mi-distance plutôt qu'au panier, et même cette fois-ci en plus protéger aussi le 3 points. Donc ouais, effectivement on est un peu d'accord là-dessus sur ce côté défensif qui a été, on va dire, sublimé par l'ajout de Butler. C'est ça. Et puis ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que il y a un espèce de consensus, ou en tout cas une acceptation du fait que si tu provoques beaucoup de turnover, normalement, enfin, si tu es très agressif sur le porteur, la principale conséquence, ça va être que tu vas envoyer beaucoup l'adversaire sur la ligne des lancers francs. Et si on regarde les équipes qui ont provoqué le plus de turnover à partir du moment où Jimmy Butler se fait trader, donc les Warriors sont premiers, comme tu l'as dit, ils sont 11e au free throw rate. Deuxième, c'est Orlando. Orlando est 27e au free throw rate, donc ils concèdent beaucoup de ratios lancers francs. Ils envoient beaucoup les équipes adverses sur la ligne. Troisième, c'est Toronto. Toronto est 26e. Quatrième, c'est Portland. Portland est 21e. Il y a les Clippers qui sont 15e. Ensuite, t'as Détroit et Brooklyn qui sont respectivement 30e et 29e. Donc, ils ont quand même réussi à trouver cette espèce d'alliage qui est pas facile, de provoquer beaucoup de turnover tout en réduisant la marge de lancer franc que tu donnes à l'équipe adverse. Et effectivement, c'est on va dire que la manière et ça retranscrit bien un petit peu le QI, comme tu as dit, Jimmy Butler, ou le QI de Draymond Green, c'est pas tant de l'agressivité comme tu as pu voir les séquences qu'on beaucoup tourné sur OKC, où tu as des espèces de chiens de garde qui viennent attaquer le porteur. C'est plus de la science du placement et du QI défensif que de la réelle agressivité, ce qui permet d'être un petit peu moins sujet aux fautes et un peu moins envoyer les équipes adverses au lancer franc. En fait, c'est ce qui se passe autour du ballon aussi, quoi. C'est pas que le mec sur le ballon, c'est le fait que t'as un stunt, t'as un dézonage, t'as la raquette qui est totalement bouchée, etc., quoi. Donc ouais, c'est effectivement c'est un peu cet aspect-là. Donc on peut avancer. Enfin, en tout cas, je peux donner ma deuxième stat du jour si tu veux bien, parce que c'est un peu sur ce même sujet. Moi, c'était 1,29, mais t'as déjà un peu commencé à en parler. On a parlé des turnovers défensifs. Ok. 1,29, c'est de l'autre côté. C'est les lancers francs, puisque toi tu as dit 1, ils sont premiers en NBA après le trade en termes de lancers francs provoqués en attaque. Mais 29, à ton avis, c'est quoi? 29, c'était 1,29? Non, 29. Ah oui, 29, c'était leur classement avant le trade de Jimmy Butler. Exactement. Ils sont passés de quasiment bon dernier à littéralement premier de NBA en termes de lancers francs provoqués en attaque. Donc, les tirs les plus rémunérateurs du basket, évidemment, les lancers francs. Et ça, là encore, les pertes de balles, le génie défensif de Butler, on l'a évoqué. Ici, c'est également Butler. C'est l'ajout de Butler et son un des meilleurs, si ce n'est le tout meilleur de NBA en termes de provocation de fautes. Et presque, je sais pas ce que t'en penses, mais d'ailleurs on vient d'en parler. Cette équipe est défensivement a été très bonne et était déjà pas mal avant Butler. Elle a été sublimée par Butler, mais elle était quand même très sympa. CF, les exploits dont on a parlé, OKC, même d'autres pour le coup. Par contre, c'est vrai que pour moi, là où vraiment le net rating augmente beaucoup et là où ils ont fait un peu le plus leur beurre, là où ils sont devenus bien meilleurs, c'est surtout en attaque. L'attaque qui est passée de 23e à 8e, donc de dernier tiers dans le top 10 carrément. Donc c'est clairement la différence pour moi. La défense était déjà bonne mais a été sublimée. L'attaque est passée de mauvaise à ah ouais, en fait on est très bon quoi. Donc c'est quand même assez cool. Et là encore le truc c'est que en termes de profil de tir, à quel point est-ce que l'équipe prenait des tirs dans telle zone ou telle zone, c'est finalement relativement similaire entre le panier, le mi-distance et le 3 points. Par contre, premièrement, il y a des tonnes de lancers francs en plus, merci Jimmy Butler, mais en plus, l'efficacité dans ces zones a changé aussi. Parce qu'au niveau du panier, ils sont passés de 20e efficacité à 6e carrément, donc beaucoup plus efficace quand ils vont au panier, plus les lancers francs et plus aussi, ils prennent quand même beaucoup plus de corners à 3 points. En termes de création de jeu, création de décalage, on arrive à obtenir des corners à 3 points. Et bref, bon, on a déjà beaucoup parlé de ce côté-là, c'est pas surprenant, ce côté Butler et lancers francs. Mais c'est aussi pour ça que moi j'étais très fan du trade. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'était un peu le yin et le yang quoi. C'est-à-dire tu mettais le bulldozer, on va un peu caricaturer, mais le bulldozer dans une motion offense qui manquait un peu de ça, qui manquait cruellement de ça avant son arrivée. Ils étaient 29e au lancer franc, donc t'as le meilleur des deux mondes en fait. T'as la motion offense, le mouvement, le shoot, les décalages dans le périmètre, le passing, l'extra pass, et tu rajoutes là-dedans aussi un mec qui peut très simplement avoir des fautes, aller au lancer franc et obtenir des points de cette manière quoi. Donc littéralement t'as le meilleur des deux mondes. C'est ça, et puis tu vois, tu parlais du fait que leur fréquence, enfin la répartition de tirs avait évolué, mais de fait, avec le fait que tu tentes des lancers francs et non pas des tirs au cercle, c'est pas comptabilisé dans ta fréquence de tir, mais factuellement, vu que tu tentes plus de lancers francs, tu vas aussi plus au cercle. C'est aussi une stat que tu vois pas. Mais oui, enfin Jimmy Butler de toute façon est l'un des maîtres pour provoquer des lancers francs. Son free throw rate plus est à 185 points de plus que la moyenne NBA. C'est pas compliqué. Jimmy Butler, c'est depuis 2020.
2019-2020 inclus, c'est plus de 200 de free throw rate, 220. Donc oui, en termes de provocation de lancer, il est très fort. Et... Juste, je rappelle, les stats en plus, c'est relatif à la moyenne qui est fixée à 100. Donc quand on est à 200, on est littéralement 100% au-dessus du score moyen de NBA. Donc c'est énormissime. Tout à fait. Oui, tu rappelles tout à fait. Moi, je suis chaque fois je repars dans les trucs, mais non, mais sur ça. Et en fait, ce qui est intéressant et ça rejoint le côté l'un des premiers points que tu évoquais sur le fait qu'il y a pas forcément eu de variance. Pour illustrer le fait que l'attaque des Warriors a nettement progressé depuis l'arrivée de Jimmy Butler, on peut tout simplement prendre la stat entre guillemets qui est censée représenter l'adresse, qui est le FG. Si on prend le FG avant le trade de Jimmy Butler, ils sont 23e à 52.9 de FG, donc ils sont dans le flop 10, on va dire, de NBA. Si on prend après le trade de Jimmy Butler, ils sont que 17e à l'EFG à 55.2. Alors oui, il y a une augmentation, mais il n'y a pas une augmentation non plus qui est stratosphérique, hein. Tu restes dans la moitié basse, on va dire, en termes d'efficacité pure. Par contre, dans tous les autres domaines, ils ont progressé, sans forcément qu'on perde de ce qui faisait leur qualité offensive, on va dire, notamment sur le rebond offensif. Avant le trade de Jimmy Butler, ils sont 7e au rebond offensif. Après le trade de Jimmy Butler, ils sont 6e au rebond offensif. Donc voilà, ils ont continué à prendre beaucoup de rebonds off, mais t'as tellement ce côté rémunérateur via les lancers francs que même avec un tout petit plus d'adresse, le fait d'aller beaucoup plus sur la ligne des lancers, de passer quasiment de dernier à premier, ça fait que tu passes d'une attaque moyenne à une attaque qui est quasiment dans le top 5, quoi, donc dans l'élite de l'élite. D'ailleurs, illustration de ce que tu disais tout à l'heure, entre le côté, quand il y a des lancers francs, c'est pas compté comme un tir au panier. Au niveau des paint touches, donc là, il y a des tracking data qui voient des caméras qui capturent un peu le mouvement, etc. Donc, grosso modo, ils touchaient la peinture avant le trade 23 fois par match, 23 et quelques. Et après, ils sont passés carrément 3e de NBA à quasiment 28, tu vois. Donc là, on le voit, ce côté, on voit quand même plus au panier, même si le box score et le nombre de tirs au panier ne semblent pas le suggérer de manière évidente. Mais c'est un peu une subtilité de ceci, mais ouais. Voilà pour le yin et le yang. Voilà pour l'apport de Butler, à la fois en défense, à la fois en attaque, lancer franc et turnover. C'est très basiquement comme ça qu'il a un peu aidé, quoi, pour le coup. Tiens, tant qu'on parle un peu de Butler, j'avais aussi 1,24 moi, un chiffre bonus là-dessus, 1,24. Je sais pas si tu devines, c'est un assist par usage de Butler, justement. Le côté ratio de playmaking, donc à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons. Et en fait, c'est je trouve aussi l'intérêt qu'on a eu avec Butler cette saison, c'est aussi le passing. T'en as parlé un peu tout à l'heure. C'est qu'on a eu un mec qui, tu vois, il y avait Draymond qui est un peu dans ce rôle-là aussi à Golden State avec Curry, mais finalement Butler est aussi arrivé là-dedans et il a fait beaucoup de passes, a été aussi utilisé sur les post-up split au poste bas, en tête de raquette, juste les pick and roll aussi inversés, etc., etc. Et en fait, donc, ce ratio de playmaking qui est au-delà du chiffre 1, donc on a un ratio qui tend beaucoup vers le passing, moins que vers le scoring. Grosso modo, c'est un peu l'aspect on n'a jamais eu quasiment récemment en tout cas, un Butler qui était autant dévoué au passing, parce que de l'autre côté, au niveau de sa saison, tu vois, on pourrait dire ouais, mais il faisait la tête à Miami et il a enfin recommencé à jouer à Golden State. Tu vois, finalement en termes de volume, ça se voit pas trop, parce qu'il était à 22% à Miami, il est toujours à 22% aux Warriors en termes d'usage, donc ça change pas trop. Toujours aussi efficace, ça on connaît. Toujours aussi peu de turnover, ça on connaît aussi. Mais c'est vrai que il fait beaucoup plus de passes, on le voit sur ce ratio. Autre stat que j'avais déniché aussi, sur la période post-trade, donc à Golden State, 56,3% de passes après ses drives, en fin de drive plutôt. Donc à quel point tu fais des passes en fin de drive plutôt que de scorer, soit passer. Et là c'est premier de NBA. Ça aurait été premier de NBA, en tout cas si on se projette sur toute la saison, même devant Haliburton, tu vois. Haliburton aussi qui est au-delà des 50% de passes faites en fin de drive. Donc il y a ça, il y a la five out offense, il y a les splits du post-up, etc. Et vu qu'on parle un peu du côté yin et yang des lancers francs, faut dire aussi que ce qui marche et pourquoi ça marche et pourquoi c'est le fit parfait, parce qu'il y a aussi le cerveau. Et parce qu'il y a aussi le passing, et que tu vois, tu mettrais n'importe qui, je sais pas moi. Alors j'allais dire non, Durant il y a été et ça a marché aussi, mais Andrew Wiggins. Non, mais tu mettrais un mec énormissime en termes de lancer franc, de drive là-dedans, mais qui ne saurait pas comprendre la motion offense, qui ne saurait pas se combiner avec les systèmes des Warriors, avec Stephen Curry, etc. En fait, ça marcherait pas. Donc t'aurais pas autant ce côté yin et yang. T'aurais le à toi à moi, quoi, presque. T'aurais l'attaque de Curry et de la motion, et de l'autre côté l'attaque de ce mec qui va beaucoup au lancer franc et beaucoup au drive. Ok, mais là où il y a ce mariage parfait, et on le voit un peu, c'est pour ça que je développe un peu des stats de passing, c'est que ça marche aussi parce que c'est un mec qui
à ce cerveau-là aussi ce mouvement off-ball, ce jeu off-ball qui ne vampirise pas le jeu. C'est ça aussi qui fait que ça marche, quoi. Tu vois, t'aurais mis James Harden là-dedans de la grande époque ou Luka Doncic, ça aurait pas marché parce que ils ont besoin du ballon. Butler, c'est aussi l'avantage, c'est qu'il y a le passing, il y a le cerveau, il y a le côté, bah non, s'il faut que j'ai un petit usage et peu de ballon, je peux. Donc c'est aussi en ça que finalement le fit est à ce point génial, quoi. Ouais, après, tu vois, tu parlais d'un joueur qui comprenait pas vraiment le principe de motion offense et qui provoquait beaucoup de lancers francs. On va en parler. Je pense qu'il y a un profil, ouais, on peut en parler, qui colle plutôt pas mal, effectivement, mais tu vois, tu parlais du ratio assist per usage. Effectivement, quand tu passes de Andrew Wiggins à Jimmy Butler en termes de playmaking, t'as une nette amélioration, on va pas se mentir. Effectivement, Butler, et je pense qu'à Dunk Hebdo, on en parlera probablement de Jimmy Butler dans le DHA, mais sans trop rentrer dans le détail vis-à-vis des autres joueurs. C'est l'un des rares joueurs, on va dire, qui a cet impact et qui a ce profil de petit volume pour les superstars, entre guillemets, très très grosse efficacité, notamment dû au lancer franc, on va pas se mentir, très grosse efficacité, mais extrêmement malléable, c'est-à-dire que tu peux avoir des matchs où Butler va terminer à 15% d'usage, tu peux avoir des matchs, même s'ils sont un peu moins courants, où tu vas avoir une explosion au scoring pour Butler, c'est-à-dire 30 points, mais voilà, t'as un Butler qui est extrêmement malléable, je trouve, au fur et à mesure des matchs. Alors ça peut être un défaut, parce que il y a certains matchs, notamment sur la série face aux Bulls, où t'as pas complètement eu le Jimmy Butler que tu voulais avoir en l'absence de Stephen Curry, t'es pas aussi imposant, on va dire, implacable dans son scoring que ce que t'aurais pu avoir, mais t'as ce côté un petit peu couteau suisse qui peut être extrêmement utile sans même évoquer ses énormes qualités défensives. Il me semble qu'il était un peu blessé. Oui, il se blesse sur le début de la série face à Houston. Effectivement, il y a un petit astérisque où il y a une blessure face à Houston. Mais non, mais je te rejoins, ça peut être un peu l'inconvénient et le compromis plutôt, pardon, de ce côté petit volume, pas vampiriser le jeu, s'adapter partout. C'est que parfois tu dis, bah attends, mais là j'ai besoin que tu vampirises le jeu. Là prends tous les ballons. Et c'est vrai que parfois il le fait pas. Bon, après, vu qu'il l'a déjà fait à Miami quand il fallait, tu vois, contre Milwaukee, etc., je me dis, la blessure doit sans doute jouer en partie, mais voilà, pour finir la saison, plus 9% d'efficacité relative à la moyenne, toujours génialissime, Jimmy Butler. Au niveau des drives, 5e meilleure efficacité sur les gros drivers, c'est génial. Je crois que t'as parlé des fautes aussi, le 285 de free throw rate plus, donc 185% au-dessus du score moyen de NBA. Je crois que j'ai jamais vu ça depuis Dwight Howard, et je suis même pas sûr que Dwight l'ait fait, qui doit être le meilleur de l'histoire, ou pas loin, Dwight Howard. C'est fou. Bon, aussi peut-être que est-ce que c'est parce que c'est petit échantillon et donc c'est pour ça qu'on a à ce point un score énorme, hein, tu vois, pareil au niveau du shooting foul percentage, 25%. Je crois que j'ai jamais vu ça, 25. Ce chiffre 25 d'habitude s'arrête à 22, 23 quoi. Donc jamais vu. Est-ce que c'est petit échantillon, donc ça c'est pas normalisé, ou est-ce que aussi c'est l'aspect de quand tu mets cette menace là dans la motion et dans le mouvement des Warriors, ça fait ce genre de dégâts incroyables quoi. Oui. Après, tu vois, sur le Free Throw Plus, là, tu parlais de Dwight Howard. Moi, je pense à un autre pivot. Je suis allé regarder, c'était Joel Embiid. Joel Embiid est monté jusqu'à 247 maximum. Voilà. Mais n'a pas tapé la barre, historique des 250. Mais je l'avais en tête, hein, c'est pour ça que je t'ai dit Dwight Howard, parce que je savais que Dwight Howard était allé au-dessus, mais j'ai le nez dans mes tableurs Excel toute la journée, tu sais, donc ça, bien sûr. Et puis juste pour finir, après on arrête, hein, Butler, mais moi j'adore tellement ce joueur. J'ai fait un filtrage, il y a que 2 joueurs qui ressortent sur mon filtrage, minimum 1000 minutes. Alors il en a 980, mais allez, je lui donne minimum 980 minutes sur la saison. Plus de 1,2 de ce fameux ratio de playmaking, donc à quel point tu fais des passes relatif à ton nombre de ballons. Donc on prend des joueurs qui sont très orientés passing et dans le même temps des joueurs qui font moins de 9% de turnover percentage. Donc à la fois très orienté passing, mais aussi très peu de déchets, tu vois. Et donc 2 joueurs répondent à ces critères, Butler et Tyrese Haliburton. Et j'ai même pas eu besoin de rentrer un critère de scoring et d'efficacité parce que les deux sont en plus extrêmement efficaces. Donc il y a quand même ces similarités, tu vois, entre les deux de ce point de vue-là, alors qu'il y a des côtés très différents, mais il y a aussi des côtés très similaires sur le drive, de faire beaucoup de passes, de kick-out, etc. Tout dernier truc, tu vois, sur les noms, tu vois, c'est moi qui dévie un petit peu comme d'habitude, mais sur les noms, je me doutais à Haliburton, j'avais pensé Chris Paul, et je viens de voir Chris Paul, 13% de turnover pourcentage cette année, c'est assez élevé, et j'ai trouvé un joueur qui a fait plus que Dwight Howard, c'est Wilt, sur sa dernière année, il est à 298 de free throw rate. Voilà, quasi 300, c'est pas mal. Donc pour monter en 72-13 12-73, ouais, c'est ça. Donc c'est quand même pas mal du tout. Mais après, peut-être ça existe, hein, mais de tête, je les aurais pas là, tu vois. Non,
on les connaît pas encore par cœur. André Drummond. Peut-être, effectivement. Mais après, ces mecs-là ne tentaient que des dunks, donc au final c'est plus facile. Alors qu'un mec comme Butler, il prend aussi des pull-ups, etc. Mais ouais. Je peux te lancer, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Warriors 2025? Alors ma troisième stat, je l'ai inventée, mais elle doit tenir. C'est 95 et 99. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Ça ressemble à des true shooting plus, ça, non? Non, c'est pas ça. Ça ressemble à des centiles. Ah, oui. Alors, 95, c'est l'efficacité de Draymond Green, la perte d'efficacité qu'inflige Draymond Green sur les tirs défendus au cercle, et 98, c'est son ratio assist per usage, tout simplement. Je voulais parler de Draymond Green qui a quand même enflammé les débats, on va dire, les dernières années pour des raisons qui n'étaient pas toujours liées, on va dire, à son niveau en tant que basketteur. Là, j'ai l'impression qu'à partir du trade de Jimmy Butler, on a retrouvé un petit peu le Draymond Green exceptionnel défensivement. Je sais que quand j'étais passé dans la quotidienne, on en avait parlé, c'était un match face aux Mavs, après le trade de Luka Doncic, où il remporte un match dans le clutch, où Draymond défensivement avait été absolument exceptionnel. Draymond Green, c'est pas le joueur qui, on va dire, défend le plus de tirs au cercle. Il est dans le top 60 des défenseurs qui en contestent le plus, mais par contre, il est il est 10e en termes de tirs défendus, de pourcentage de tirs défendus au cercle le plus bas. Derrière des énormes protecteurs de cercle comme Jaren Jackson Jr., comme Victor Wembanyama, comme Anthony Davis, comme Walker Kessler, comme Rudy Gobert, Evan Mobley, on parle de ce type de joueur. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que Draymond Green, il y a rien de révolutionnaire dans ce que je vais dire, mais c'était surtout un prétexte pour parler de son excellente saison. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une excellente saison où défensivement on avait ce côté où les Warriors concédaient très peu de tirs au cercle, et quand ils concédaient ces tirs au cercle, ils étaient défendus par Draymond Green, en partie, parce qu'il n'y avait pas que lui, mais on va dire qu'ils étaient quand même principalement défendus par Draymond Green, et il y avait une perte d'efficacité. Et de l'autre côté du terrain, toujours ce côté un petit peu fluidificateur qu'il a pu avoir, parce que les Warriors, globalement, avec les soucis de roster, on en parlera après, mais avait quand même besoin du playmaking de Draymond Green, avait besoin il y a eu Jimmy Butler qui a permis de fluidifier un petit peu tout ça, mais avant l'arrivée de Jimmy Butler, ça manquait quand même vraiment, je trouve, de playmaking, et Draymond Green était là un petit peu pour fluidifier le jeu. Donc voilà, c'était un petit peu un prétexte, je vais pas mentir, mais je trouve que Draymond est vraiment revenu à ses standards défensifs. Alors au scoring, c'est plus les très grandes années, même en termes d'efficacité, c'est plus les très grandes années, mais vraiment énorme défense de cercle, évidemment polyvalence défensive puisqu'il peut défendre sur tout type de profil, en plus d'ajouter du playmaking défensif, parce qu'on parlait des interceptions pour Butler, Draymond, il y a beaucoup d'interceptions, il y a des contres aussi, voilà, c'est un générateur soit de turnover pour les interceptions, soit de situations où la balle est vivante au niveau des contres, et puis toujours cette qualité de passing qui fait que le jeu des Warriors est quand même extrêmement fluide à partir du moment où il y a Draymond sur le parquet. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça qui est génial avec lui. C'est pour ça que c'est un peu une anomalie, c'est-à-dire que de base, c'est pas un protecteur de panier, c'est un mec de switch all, on peut le dire, mais qui, en tant que mec de switch all, a des chiffres de protection de panier qui sont similaires à des vrais bigs un peu encre défensif, quoi, pour le coup. Alors pas autant, il va pas chercher autant que des Gobert, que des Kessler, que des Wembanyama qui sont autour des moins 12, moins 13%, d'accord. Et on est encore cette année autour des moins 9% de perte d'efficacité infligée au panier. Donc ouais, c'est quand même assez génial. Et même au-delà de ça, il y a un côté où, avec son cerveau défensif lui aussi, alors comme tu dis, il a été connu et reconnu pour des mauvaises raisons, médiatiquement, même les bagarres, les Jordan Poole, je fais une clé de bras à Rudy Gobert, etc. Bon, d'accord. Yusuf Nurkic, on peut faire aussi, ouais. Ouais, t'as raison. Mais il y a un côté aussi cerveau défensif, et au-delà même de seulement juste comprendre les actions et de faire les actions, c'est un mec qui aussi en termes de communication, de parler, c'est un vrai général de terrain défensif, quoi, pour le coup. Et c'est aussi là-dessus où je le trouve assez génial. Donc ouais, c'est bien quand même de citer des chiffres il défend. Encore cette année, il défend très très bien le panier quand il est autour du panier. Et pareil, moi, c'est aussi pour ça que je suis un peu plus réticent à utiliser les on-off, parce que ça peut être un peu trompeur. Pour le coup, les on-off, c'est le avec et sans, le on-off, les chiffres avec et sans. Tu vois, par exemple, si on regarde cette année, on dit, finalement, défensivement, il est seulement à moins 3 de on-off défensif. Donc, ça veut dire que la défense, sans lui, elle est seulement 3 points par 100 possessions moins bonne, quoi. Donc, c'est pas élite, alors que il y a 2 ans, il était encore à moins 9 de on-off défensif. Là, il était élite. Bon.
Il se trouve que les on-off, le problème c'est que c'est un différentiel, donc ça dépend aussi justement de qui te remplace, qui est ton backup, quelles sont les configurations quand tu n'es pas sur le terrain, parce que parfois toi t'es en switch on, mais ensuite ton backup il va repasser en drop ou n'importe quoi. Et bref, il y a plein de raisons qui font que il faut faire très attention, je trouve, avec ces différentiels on et off, et plutôt regarder aussi, ou en tout cas recouper avec les on courtes, qui n'est pas un différentiel, mais juste le niveau de performance quand tu es sur le terrain, donc un chiffre, juste une perf, et pas un différentiel. En l'occurrence, en 2025, il est à -3, ce qui est assez banal, mais le on-court est à 110. Donc quand il est sur le terrain, le defensive rating était de 110. Et il y a 2 ans, quand il était à -9 de on-off, le defensive rating, le on-court était aussi à 110, tu vois. Donc, donc au final, je toujours faire attention avec ces questions de on-off. Pour ça que parfois, j'aime pas trop quand ça part un peu trop dans certaines stats, certains podcasts ou certains trucs. Mais effectivement, je te rejoins sur l'aspect de défensivement. Je pense pas qu'il puisse faire une saison complète, incroyable comme encore il y a 4-5 ans, mais sur des flashs enfin plus que des flashs pardon, mais sur des matchs et notamment en playoff et etc. Ouais, je trouve qu'on avait un Draymond qui était encore extrêmement bon, donc ne pas se fier que à des on-off, quoi. Je sais pas si tu vois un peu de qui je veux parler à peu près, mais ouais, bien sûr. Ça j'en ai une sur les on-off, mais je la trouve, j'ai une stat qui est un on-off, mais elle est suffisamment significative, je pense, et suffisamment large pour être difficilement mal interprétée, on va dire. Parce que tu vois, juste exemple que je dis à chaque fois, mais allez regarder les on-off défensifs de Joakim Noah entre 2012 et 2013. Il était déjà bon à l'époque, hein, mais 2012, le on-off est nul. Bon, et en 2013, ouais, c'est un des meilleurs de NBA. Mais que s'est-il passé? En fait, son backup, qui était un des meilleurs pivots défensifs de NBA, Omer Asik, est parti à Houston. Et donc le chiffre change d'un coup. Mais tu vois, il faut pas non plus lire le niveau de jeu d'un joueur sur ce on-off, faire un peu attention avec tout ça, quoi. Oui, les fameux on-off aussi de Nikola Jokic, ça peut compter un petit peu dans ce sens-là. Mais aussi, tu vois, tu parlais du fait que le delta, on va dire, de defensive rating où les on-off défensifs sont pas aussi élevés. Aussi, ça rejoint ce que tu disais, une question de personnel, parce que finalement, si on regarde le personnel des Warriors, est quand même assez défensif, hein, en termes de joueurs qui étaient utilisés, surtout en sortie de banc, hein. Alors en début de saison, t'avais Melton, t'avais Kyle Anderson, fin de saison, t'avais Gary Payton. Enfin, il y avait assez peu, on va dire, de créateurs vraiment, en dehors de Buddy Hield, qui est dans un cas un petit peu à part, mais t'avais assez peu de joueurs qui sortaient du banc du côté des Warriors, dont la première qualité était offensive. T'avais beaucoup de joueurs qui étaient globalement assez défensifs, et ce qui fait que peut-être que les on-off défensifs sont moins importants que effectivement en 2022 où t'avais Nemanja Bjelica qui sortait du banc, où c'était peut-être un peu moins fort défensivement, on va pas se mentir. Exactement. Mais d'ailleurs un peu là-dessus, laissons un peu les stats de côté. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est que on parle un peu de qui est ton backup, etc. Butler a été beaucoup un peu, non pas le backup, mais a joué des minutes décalées avec Draymond. Donc ça explique que, oui, quand Draymond n'est pas sur le terrain, il y a quand même un défenseur d'élite qui aide la défense. Mais surtout, quand les deux sont sur le terrain aussi, le truc qui était hyper intéressant, c'est que Butler, avec sa puissance, est quand même capable de défendre des gros. Et donc ça permet beaucoup mieux de déverrouiller et de déployer Draymond en off-ball. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a un peu retrouvé l'excellentissime valeur de Draymond en protection de panier dont on parlait. C'est que tu vois, j'ai des souvenirs de matchs, je crois que c'est contre les Bucks qu'ils le font, où il y en a 2-3 matchs comme ça autour de cette période au mois de mars. Donc contre les Bucks, c'est Butler qui commence sur Brook Lopez. Et tu te dis mais comment ça se fait? Parce qu'on craint pas forcément le post-up de Lopez, et que ça permet de mettre Draymond sur quelqu'un d'autre, sur un non-shooter, pourquoi pas Giannis. Donc soit il défend Giannis on-ball à 1 contre 1 et il le défend bien, soit sinon il délaisse un peu Giannis dans le périmètre et il va aider au panier librement. Donc là encore, il a donné la valeur structurelle d'avoir aussi un mec comme Butler qui peut prendre plusieurs rôles et donc permettre plusieurs configurations de défense, notamment ce côté où Draymond peut être off-ball en protection de panier, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis globalement, tu as raison de parler du fait qu'ils alternaient beaucoup les minutes entre Draymond et Butler. T'avais toujours la volonté d'avoir un playmaker d'élite, même si on est à des degrés d'élitisme un peu différents vis-à-vis de Butler et vis-à-vis de Draymond, défensif et au playmaking. T'avais vraiment cette volonté d'avoir un point d'ancrage défensif et offensif sur lequel tu peux t'appuyer, et ensuite tu peux développer un petit peu ton jeu en mouvement offensif, ou en tout cas tu peux développer aussi le jeu sans ballon des autres joueurs défensivement. Mais effectivement, t'as la polyvalence défensive de Jimmy Butler et t'as la polyvalence défensive aussi de Draymond, puisque là pour le coup on est plus dans de l'opposition directe. Mais si vous regardez, pas face à Julius Randle où ça s'est pas toujours très bien passé, mais si on regarde sur la série du premier tour, l'opposition face à Sengun, qui était pas, on va dire, une opposition qui était attendue,
entendu, mais ce que Draymond a pu faire, la manière dont il a pu empêcher Sengun d'aller dans ses spots préférentiels, enfin la manière qu'il a eu de défendre qui était très intelligente, et là aussi ça montre que Draymond peut faire du switch all, et Draymond peut jouer dans un combat entre guillemets d'intérieur, dans un combat physique, tout en étant capable justement d'alterner entre ces types de profils. C'est la différence entre un simple pivot de switch all ou une vraie licorne défensive qui peut switcher, mais qui peut aussi défendre le post-up, qui peut aussi défendre le panier. Un peu alors Draymond est comme ça, Bam est un peu comme ça aussi, mine de rien. Mobley aussi un peu comme ça, mais il y a Davis, bien sûr, Anthony Davis, mais ils sont assez rares pour le coup. Mais oui, comme tu dis, en fait, le simple match-up où tu pouvais mettre Draymond sur Sengun a quasiment neutralisé le post-up de Sengun sur la série. On l'a pas beaucoup vu, mais parce qu'il fallait pas le tenter, parce que ça servait à rien de tenter, quoi. Donc ouais. D'ailleurs, moi, sur Draymond, j'avais noté un truc. Bon, la défense, je savais qu'on allait un peu développer en superlatif, mais j'avais noté 59% chez lui. 59%, c'est le pourcentage au panier, en attaque. Et c'est pas beaucoup, de mettre que 59% de ses tirs au panier, et même pour lui, ça régresse. C'est vrai que ça régresse, c'est quand même assez bas. Bon, il y a une valeur offensive qui vient aussi du passing, le fait qu'il porte la balle pendant que Curry est off ball, du fait qu'il peut faire des jeux de main à main, du fait qu'il peut être un peu le passeur en poste haut, depuis la 5 out offense carrément à 3 points, etc., etc. Le passing aussi depuis le poste bas, les post-up split où il est au poste bas avec une action en tête de raquette et c'est lui qui est un peu censé faire la lecture, etc., etc. Donc il y a une valeur offensive, ok. Il y a aussi beaucoup de déchets, ça depuis toujours, il y a beaucoup de turnover pour le passing, mais passons. Mais c'est vrai qu'au niveau scoring, il est 7% plus bas que la moyenne NBA. Ce qui est quand même très très faible, sachant que depuis 3 ans, il était autour de la moyenne. Il était autour de la moyenne, voire même un peu au-dessus, légèrement. Donc là, on semble avoir un déclin d'efficacité générale qui s'explique par donc un déclin au panier. Et là, je me pose la question, alors j'ai pas de réponse et je suis pas sûr que t'en aies non plus, donc je veux pas te lancer là-dessus et te forcer à répondre, mais en fait, j'ai hâte de voir l'an prochain. Par rapport à ça, de dire est-ce que on est juste sur un peu une année off vis-à-vis des changements tactiques, l'instabilité dont tu as parlé aussi avec les line-up, etc. Est-ce qu'on est juste sur une année un peu off ou une année c'est la tactique qui explique ça, ou est-ce que on a peut-être aussi entamé un début de déclin physique, notamment un mec qui a 35 ans et qui se repose beaucoup sur l'explosivité. Ça paraît contre-intuitif parce qu'il est pas très vertical comme athlète, mais c'est un mec qui est assez explosif, notamment sur le plan horizontal, les close-out très rapides dans le périmètre, etc. Et même pour plonger au panier, il est pas très grand, heureusement il a des longs bras, mais je sais pas. Tu vois, j'ai hâte d'être l'an prochain, de voir l'efficacité au panier l'an prochain de Draymond pour dire ah oui, ok, c'était juste une anomalie, ou ah d'accord, c'est peut-être un début de déclin de scoring au panier, mais qui, même si ça décline, c'est pas très important parce que ça concerne pas un gros volume. Donc même si cette partie-là de son jeu décline, il reste quand même tout le reste qui est quand même génial, quoi. En fait, pour moi, t'as une stat qui représente plutôt bien pas ce paradoxe, mais ce questionnement qu'on peut avoir vis-à-vis de l'évolution du jeu offensif de Draymond cette année, c'est 115. 115, c'est son ratio 3 points tentés, tir tenté, plus. Donc sur la moyenne NBA, donc il est 15 points au-dessus de la moyenne NBA. Sur les 4 précédentes années, il a 85, donc 15% en dessous, 53, 71 et 88. Et pour moi, t'as deux explications qui sont un peu, qui peuvent être vraies, mais qui sont un peu antinomiques. C'est que d'un côté, tu peux te dire que les Warriors ont quand même eu pendant une bonne partie de la saison un problème de spacing, et donc de facto, t'as plus eu Draymond. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait débuter Quinten Post, parce qu'ils avaient une envie un petit peu de spacing, même s'il apportait d'autres trucs. Mais t'as voulu un petit peu transformer le rôle de Draymond et lui faire reprendre un petit peu de volume à 3 points parce que t'avais pas forcément de spacing. Et de l'autre côté, tu peux te dire, est-ce qu'il a pas pris plus de 3 points parce que justement il y avait plus d'explosivité, qu'il était moins capable d'aller au cercle et qu'il restait plus dans une gestion, dans un rôle de shooter stationnaire, en tout cas un peu plus éloigné du cercle. Je pense que les deux peuvent être vrais, même si ça paraît contre-intuitif, mais je pense vraiment qu'il y a ce côté où les Warriors ont quand même beaucoup cherché. Oui, il y avait Stephen Curry, oui, il y avait Buddy Hield, mais avant l'éclosion de Moses Moody, il y a quand même un vrai manque de spacing, je trouve, dans ces Warriors. Et donc, t'as voulu augmenter un petit peu de volume à Draymond. Il y a une perte d'efficacité à 3 points aussi, qui est peut-être liée à une augmentation de volume par rapport aux années précédentes. Et puis, de l'autre côté, tu dis, quand on voit, peut-être que tu as vu que Draymond n'avait plus l'explosivité pour finir au cercle, donc, de facto, tu le mets dans un rôle un peu plus de shooter à 3 points. Effectivement, 44% de ses tirs étaient pris à 3 points cette année, donc quasiment la moitié, ce qui paraît un peu délirant pour lui. Alors ça se voit pas parce qu'il prend pas beaucoup de tirs, donc ça marque moins que s'il était à 25 tirs par match. Mais ouais, comme tu dis, il y a aussi le fait qu'il prenne plus de 3 points qui sans doute fait descendre son efficacité. Mais ok. Et donc moi, ma troisième stat du jour, c'est 0,66. 0,66, c'est assez simple, c'est un peu un prétexte, mais pas que. C'est les points par possession d'isolation de Jonathan Kuminga. 0,66 points par possession sur isolation.
L'an dernier, il était à 1,01 points par possession. Donc l'an dernier, il était dans le 70e centile. Là, il est à peine dans le 12e centile. Donc l'an dernier, mieux que 70% des joueurs NBA. Donc bien, même très bien. Cette année, ça a chuté à peine mieux que 12% des joueurs NBA. Et encore, dans ces joueurs-là, je pense que voilà, si on rajoute un peu un côté volume minimum 1 ou 2 par match, il est tout en bas de l'échelle. Grosso modo, c'est quasiment le dernier en termes d'isolation qui en tente pas mal, on va dire. Et pareil, je recoupe aussi avec les pick and roll, l'autre domaine de création. L'an passé, 0,93 points par possession, c'était pas mal. C'était encore une fois 70e centile, pas mal du tout. Ça a chuté à 0,80 points par possession sur pick and roll en tant que porteur de balle, avec même 3 par match cette saison. Il en fait quand même beaucoup plus des pick and roll balle en main. Et ça a chuté encore une fois au 34e centile. Donc bref, plein de chiffres. Grosso modo, retenir qu'il était pas mal en création l'an passé et ça a chuté. Mais je pense que tu vois pourquoi je veux en parler. C'est un peu un prétexte pour dire on a eu une très mauvaise saison. On s'attendait peut-être, je vais parler pour moi en tout cas, un peu plus à une explosion par rapport à la fin de saison 2024 qui était très encourageante, je trouve. Là, on a une saison totalement décevante. Au moment où on enregistre, là, le 13 août, je le précise parce qu'il y a un dossier de free agency qui est un peu sur le feu. Donc, nous, au moment où on parle, c'est pas réglé. Et ça traîne aussi depuis le début juillet, mais parce que, justement, il est pas aussi bon que l'an passé. Donc, lui, il veut un gros contrat parce qu'il dit qu'il a pas été bien utilisé. De l'autre côté, les Warriors ne veulent pas lui donner trop parce que, enfin bref, il y a plein de trucs compliqués, évidemment. Mais, tu vois, pour le coup, le joueur est largement imparfait et je peux le critiquer sur plein de sujets. Je pense tout de même qu'il n'a pas été très bien mis en condition cette saison aux Warriors et je me demande si c'est pas un gros loupé qui potentiellement peut faire que tu vas perdre un asset quasiment pour rien alors que tu aurais pu le conserver, en faire un bon joueur ou juste le conserver et l'échanger. J'ai pas été très content de cette gestion de Kuminga cette saison qui lui-même n'a pas été bon, mais peut-être aussi que sa saison a été rocambolesque en termes d'utilisation. Moi, je suis mitigé sur le cas de Jonathan Kuminga. Déjà, c'est un petit peu comme la saison des Warriors. Sa saison, elle est coupée en deux, puisqu'il joue 32 des 34 premiers matchs, et puis après, on le voit pas de début janvier jusqu'à la mi-mars. Donc, il y a 2 mois et demi où il est blessé, donc c'est déjà une première problématique. Je trouve que, tu vois, il y a ce côté, Jonathan Kuminga est assez, il y a des avis assez tranchés, on va dire, sur Jonathan Kuminga, comme des deux côtés. Tu peux avoir une fanbase du côté des Warriors qui est plutôt dans le soutien vis-à-vis de Jonathan Kuminga, qui essaye pas de trouver des circonstances, mais justement de remettre en question un petit peu la manière dont il est utilisé, la manière dont l'effectif est construit, qui est pas forcément optimisé pour ses qualités. Et de l'autre côté, il y a une réalité entre guillemets où il y a une autre partie de la fanbase qui est très critique de Jonathan Kuminga, où tu peux souligner que il y a des schémas défensifs qui ont été adaptés et simplifiés pour que Jonathan Kuminga les comprenne. Ça, généralement, c'est pas très bon signe quand tu commences à simplifier les schémas défensifs. T'as ce côté un petit peu poulet sans tête, c'est un peu trop méchant, mais il y a ce côté un petit peu trou noir que tu peux avoir de Jonathan Kuminga qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'au niveau de son playmaking, pour le coup, c'est assez désastreux, non, mais c'est quand même pas terrible, on va dire, parce que si on prend son ratio assist per usage, 0,56, 40e centile. Alors au moins, il y a une progression sur les turnovers. Il perd de moins en moins la balle, mais par contre, la chute d'efficacité cette année par rapport à l'an dernier est terrible. Et tu vois, c'est même pas dû à un changement de régime de tir. La fréquence des tirs tentés de Jonathan Kuminga cette année par rapport à l'an dernier est toujours la même. Il tente un peu moins de tirs au cercle. Allez, quand tu passes de 45 à 36%, ça fait 9 points de différence. Effectivement, il perd un peu, mais c'est surtout en termes d'efficacité, puisque à 2 points cette année, il est à 50,8% au tir. L'an dernier, il était à 57,8%. Ouais. Et ce qui fait que son efficacité au global se retrouve complètement saccagée, puisque l'an dernier, il était à 103 de true shooting plus, donc 3 points au-dessus de la moyenne. Cette année, il est à 93, donc 7 points en dessous. Donc oui, Jonathan Kuminga, moi j'avais une stat sur Jonathan Kuminga pour rejoindre un petit peu ton propos, c'était 38. C'est le nombre de minutes jouées par Butler, Draymond et Kuminga en saison régulière sur le parquet ensemble. Ensemble tout simplement. Ça montrait que Steve Kerr s'est très vite désintéressé et l'a dit de manière assez explicite en conférence de presse que les trois ensemble ça ne fonctionnait pas. Donc il est parti sur autre chose qui a permis notamment l'éclosion de Moses Moody ou d'autres joueurs. Mais ouais, Jonathan Kuminga et c'est là où je trouve qu'il y a eu un espèce de pas d'effet frisbee, mais en tout cas un retour de volée, c'est que avec la blessure de Stephen Curry,
il s'est retrouvé à jouer beaucoup plus sur la série face aux Wolves parce que les Warriors avaient besoin de son scoring. Et finalement, sur la série face aux Wolves, je l'ai pas trouvé si négatif que ça, en tout cas beaucoup moins négatif que sur sa saison régulière. Donc il y a un espèce de paradoxe, Jonathan Kuminga, où c'est difficile effectivement de déterminer si c'est de la faute du joueur, si c'est de la manière dont il est entouré. Enfin voilà, il y a des passages qui sont hyper positif au niveau de son scoring, où il y a cette espèce d'implacabilité au scoring, où lui pour le coup va chercher des lancers, il permet de contribuer aussi à augmenter le free throw rate, et de l'autre côté il y a des séquences où il semble pas du tout adapté à la motion offense des Warriors. C'est un peu ça, il est toujours élite au niveau de lancer franc, donc ça c'est bien, il est explosif, il est grand, il est long, il a des qualités, mais je suis un peu partagé. Tu vois, j'ai trouvé que l'an dernier, ce qui fonctionnait, c'était pick and roll un peu avec Curry notamment, pick and roll inversé où Curry est le poseur d'écran. Et là, on l'a plus trop vu dans ce type de configuration. Et la situation contractuelle étant celle qu'elle est et celle qu'elle était, c'est-à-dire fin de contrat pour lui. Il était un peu dans des rumeurs de transfert forcément toute la saison, donc les Warriors peut-être pas très fans auraient voulu l'été dernier en fait cash out après les 3 bons mois de 2024, ils auraient peut-être voulu les changer l'été dernier, ça a pas été le cas, et cette saison j'ai senti il faut quand même qu'on le fasse jouer parce que sinon il va perdre trop sa cote quoi. Et alors que moi je m'attendais à l'inverse, je m'attendais à attendez, il a enfin, moi qui étais très très bas sur lui, il a enfin montré de bons trucs, ça va continuer. Et j'ai trouvé que c'était pas le cas. Mais il y a une question, je pense, de contexte, de coaching, etc. Il y a aussi une question de lui, et comme je dis, tout ce que j'ai développé, les tirs qu'il a eu, il les a pas mis. Et c'est marrant que tu parles un peu de sa répartition des tirs au niveau du panier. Pour moi, il y a des limites, parce que il est grand, il est explosif, mais il y a des limites de driver d'élite, il le sera sans doute jamais, je pense pas. Déjà, en termes de toucher, c'est pas génial. Mais surtout, il a un problème un peu, en termes de dribble et surtout de biomécanique, où tu vois, il est à 36% de tir au panier et 36% de tir dans la zone des flotteurs. Et ça, c'est des stats, mais quand tu regardes les matchs, tu le vois qu'en fait, il n'arrive pas à dépasser totalement le défenseur. Il a pas ce côté un peu de fluidité de corps pour s'allonger. Et en fait, il a pas la technique. Il a pas le double pas pour passer autour de l'obstacle ou jouer un peu sur la longueur et déposer le ballon au niveau de l'arceau. Et souvent, il reste un peu, ok, je fais le drive dans la peinture, mais après, mon défenseur est encore devant et je tente un peu le flotteur. Et c'est un peu ce qui me dérange. Et c'est en même temps, c'est que un truc, on peut dire, ça peut s'améliorer, et en même temps, c'est de la biomécanique, et ça, c'est un peu inné en un sens, ou alors ça se bosse, mais je trouve qu'il est encore un peu en retard là-dessus pour complètement déverrouiller son potentiel de driver, en termes de apprendre le footwork, apprendre à bouger en mouvement, les lectures, etc. Peut-être que cette technique autour du panier de double pas, il a pas encore totalement, ce qui le limite un peu, et tu parlais de la chute d'efficacité. Le fait est qu'il a pris plus de flotteurs que l'an passé, plus de tirs dans la short mi-distance, et qu'il a moins été bon que l'an passé aussi, tu vois. Donc ouais, mais je suis assez déçu. Je suis assez déçu, et ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation un peu ambiguë où il arrive en free agency après une saison mauvaise. Les Warriors peuvent pas se permettre de laisser partir pour rien non plus. Donc eux, ils vont tenter de lui donner là, d'après les rumeurs, un contrat très fort mais très court. Comme ça, on s'engage pas pour longtemps, mais on te garde sous la main pour te rééchanger. C'est clairement l'idée. Sauf que l'autre, il dit, attendez, Steve Kerr, ça s'est pas bien passé avec Steve Kerr. Je vais pas re-signer pour me faire échanger. Juste, je vais devenir free agent, comme ça, je pourrai aller de moi-même où je veux. Donc, on peut aussi comprendre le conflit qui, à mon avis, ce conflit est un peu la conséquence de cette année qui a pas été hyper bien gérée par Kerr et pas bien jouée aussi en termes de niveau et de développement par Kuminga, je pense aussi, quoi. Oui, je suis d'accord. Moi, quand on avait parlé des Warriors avant l'ouverture de la free agency, j'avais émis une hypothèse, c'était que Jonathan Kuminga va prendre sa qualifying offer. Alors, qu'est-ce que la qualifying offer? C'est pour les joueurs qui ont été draftés au premier tour, qui arrivent à la fin de leur 4e année, qui sont free agent restreint, pour que ces joueurs deviennent free agent restreint, donc pour que l'équipe qui a drafté le joueur puisse matcher potentiellement les autres offres des autres équipes, on fait ce qui s'appelle la qualifying offer, qui est à un montant qui est, alors Tom, je salue Tom, mais c'est 175%, je crois, ton montant, ton salaire de la dernière année. Enfin, c'est un montant un peu plus élevé que ton contrat rookie, mais c'est pas un montant qui est très élevé. C'est pas énorme vu qu'on parle d'un contrat rookie juste avant, donc c'est quand même assez dérisoire, quoi, comme salaire.
même si tu vois, c'est un pick 7 de draft, donc tu commences à être, pour des rookies, tu commences à être dans des salaires qui sont élevés, surtout en 4e année. Et la qualifying offer, si un joueur décide de prendre sa qualifying offer, je crois que c'était arrivé pour Harry Giles, il me semble. Je me demande pas pourquoi j'ai Harry Giles en tête. Moi j'ai Greg Monroe, tu vois, aussi à l'époque. Mais ça arrive très rarement en fait, ce côté. Parce qu'en fait, non pas que t'as mal expliqué, mais je reformule aussi. En fait, grosso modo, rentrer en free agency l'été prochain en non restrictif, plutôt que cette année où en fait les Warriors vont pouvoir matcher n'importe quelle offre, et donc lui il va être coincé. Donc c'est un peu pour ça qu'ils bataillent en ce moment, Kuminga et les Warriors, quoi. Mais c'était ça. En fait, ma théorie personnelle, c'était que il va pas trouver d'équipe qui sera prête à lui donner ce qu'il pense mériter en termes de salaire cet été. Du coup, il va accepter sa qualifying offer pour être agent libre non restreint l'été prochain, donc pour pouvoir signer là où il veut, et peut-être que dans un an, t'auras des équipes qui seront entre guillemets frustrées de ne pas avoir signé X ou Y free agent, même si finalement la free agency, comme d'habitude, j'ai envie de dire, a tendance à se ramenuire, ça ne se dit pas, mais à s'affaiblir au fur et à mesure des années. Mais voilà, je pense que Jonathan Kuminga va faire ça. Après, peut-être je peux me tromper, hein. Il y a des rumeurs sur Sacramento qui seraient intéressés. Peut-être que finalement ce sera un sign and trade et que les Warriors y trouveront leur compte. Mais oui, effectivement, sur Jonathan Kuminga, il y a cette espèce de fracture qui est assez rare finalement au niveau des joueurs. J'ai pas souvenir d'un joueur qui est rentré de manière aussi frontale vis-à-vis de Steve Kerr. Steve Kerr qui est plutôt on va dire, qui peut être critique de certains joueurs, mais qui va pas non plus les placarder. Là, je trouve que Jonathan Kuminga, si on suit un petit peu toute l'évolution et toutes les déclarations qui ont pu être faites vis-à-vis de son sujet par Steve Kerr au fur et à mesure de la saison, je trouve qu'il s'est souvent retrouvé sujet aux critiques, beaucoup plus que d'autres joueurs qui sont passés par les Warriors par le passé, et que finalement, Jonathan Kuminga a peut-être eu le dernier mot sur la série de playoffs face aux Wolves, où Steve Kerr se retrouve obligé de le faire jouer. Et alors, pour le coup, défensivement, Kuminga, c'était difficile sur la série face aux Wolves. En termes de playmaking, c'était inexistant, mais en termes de scoring et en termes d'efficacité, je trouve qu'on peut pas trop lui reprocher sur cette série face aux Wolves, surtout qu'il joue dans un contexte sans Stephen Curry, où globalement, avec un Jimmy Butler blessé, donc il doit créer une bonne partie de l'attaque pour lui-même, tout seul. Sur le côté des joueurs qui sont rentrés un peu frontalement sur Steve Kerr, est-ce que le point de Michael Jordan ça compte ou pas? Je crois qu'il y a eu un peu rencontre. Je sais pas si c'était le front ou si c'était le menton, tu vois. T'as raison. C'est pas dit dans The Last Dance. Ouais, il faut le regarder encore une fois. Mais non, mais voilà, c'est un peu. Le fait est aussi que je pense que les Warriors auraient bien aimé le prolonger l'été dernier de manière un peu anticipée, sauf que lui voulait un max. Après ces 2-3 bons mois, il voulait un max. Donc forcément, les Warriors ont dit, bon, bah, quitte à te donner un max, autant être sûr que tu le mérites, en fait. Mais c'est aussi là-dessus où tu te dis à quel point est-ce qu'ils n'ont pas peut-être saboté, je sais pas, mais dans tous les cas, l'utilisation a pas été bonne, le joueur a pas été bon, et moi, qui était pas fan du tout du joueur, et qui encore aujourd'hui pense que le plafond n'est pas aussi haut que certains fans peuvent le penser, je pense quand même qu'on peut avoir un joueur utile, un joueur avec des défauts, qui va pas être passeur, qui en termes de defensive ball va pas être parfait, d'accord, mais tu vois, moi, je pense qu'un modèle à la Jaylen Brown, c'est pas du tout inenvisageable, hein. Un côté, alors, Brown a un peu le pull-up. C'est vrai que ça change un peu tout. Mais tu vois, dans cet aspect de, je suis un peu une star ou un joueur à gros volume, qui score de manière relativement efficace, qui a pas de passing, qui parfois a des errements en défense. Mais ça, franchement, si tu me dis un scénario optimiste de Kuminga peut ressembler à ça, je pense que oui, c'est réaliste. Est-ce que ça va être un All-NBA First Team? Non, je pense pas. Mais ouais, j'ai hâte de voir l'an prochain parce que là, saison un peu compliquée pour lui. Donc on verra ça. Surtout, on verra où également. Donc je peux te lancer, quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Warriors 2025? La 4e stat du jour, c'est 27. Ouais. Et le 27 peut marcher 2 fois. 27, puisque justement, on va rester sur la cuvée de draft 2021 des Warriors. 27, c'est le nombre de matchs joués par Moses Moody en tant que titulaire post-All-Star Break. Il en a joué 27, il a été titulaire 27. Et 27, c'est aussi son nombre de minutes sur la période post-All-Star Break. 27,5 d'ailleurs. Ouais, parce que j'ai 27.2, tu vois, sur Basketball. Ah, d'accord. Mais non, mais globalement, l'éclosion de Moses Moody, je sais que t'en avais beaucoup parlé, toi, parce que t'étais plutôt fan du profil. Ouais. Et globalement, t'avais cette,
t'avais un petit peu, pas cette scission, mais t'avais cette dichotomie sur la draft 2021 des Warriors, où t'as Jonathan Kuminga qui, on va dire, est plus axé scoring, provocation de lancer, mais qui a de grosses lacunes en termes de QI basket, en termes de shooting, et t'as Moses Moody qui est beaucoup moins, on va dire, dans l'auto-création, mais qui est beaucoup plus utile défensivement, qui est capable d'apporter du volume et un petit peu de spacing à 3 points. Et finalement, dans cette configuration des Warriors, je trouve que c'est lui qui est le grand gagnant. Tu vois, il y avait beaucoup de Brandin Podziemski aussi en début de saison. L'an dernier, il avait fait une bonne saison rookie. Je trouve de ce trio de la draft 2021, 2022, non, c'est 2023, Brandin Podziemski d'ailleurs, des Warriors, et ben c'est lui qui a réussi à tirer son épingle du jeu, à devenir finalement le titulaire, le stabilisateur, entre guillemets, le 5e titulaire, en tout cas le compagnon de Stephen Curry sur le backcourt. Donc oui, c'est Steve Kerr qui lui aussi, pour le coup, a su reconnaître ses torts en admettant s'être plutôt trompé, on va dire, sur l'utilisation de Moses Moody, parce qu'en début de saison, depuis 3 ans et demi, pendant 3 ans et demi, il a pas voulu l'utiliser. C'est ça qui est bizarre. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il a eu une utilisation plutôt erratique sur le début de sa carrière. Même en début de saison, il y a justement dans cette volonté de la part de Steve Kerr de s'adapter en fonction de la match-up. Il y a des matchs où Moses Moody va jouer 20 minutes, et puis il y a des matchs où il va jouer 6 minutes. Enfin, c'était très bizarre son utilisation de Moses Moody. Lui aussi a connu quelques moments où il était absent, et puis finalement avec l'arrivée de Jimmy Butler, c'est vraiment le moment où il a pris sa place dans le starting five, et grand bien lui a fait, parce que même si ses playoffs 2025 sont pas exceptionnels, ce qu'il a montré sur la saison régulière, sur l'impact défensif qu'il peut avoir secondaire, derrière Jimmy Butler, derrière Draymond Green, je dis pas du tout que c'était le moteur principal de la défense des Warriors, mais beaucoup plus intelligent dans sa séance du placement et dans le jeu off ball que ce que peut avoir un Jonathan Kuminga, et toujours dans cette optique d'augmenter le spacing en étant un shooter relativement efficace en termes de pourcentage, puisqu'on est à 37%, donc on est au-dessus de la moyenne NBA pour un volume qui, comparé à son volume de tir tenté, est important. Et je trouve qu'on a un joueur qui finalement se rapproche un petit peu de ce que les Warriors, je pense, envisageaient au moment où ils signent Anthony Melton l'été dernier. Exactement, c'est tout à fait ça. Et alors, je vais passer pour le fanboy des Warriors au final, à force de répéter, mais lui aussi apparemment était blessé en playoff, tu vois. Alors peut-être. C'est sorti après qu'apparemment il était blessé au niveau du pouce notamment. Donc c'est pour ça que on explique un peu plus peut-être le côté s'il avait le pouce tordu, torn UCL in his right thumb. Voilà, si vous avez le terme technique. Grosso modo, c'est pour ça qu'il a mal shooté, 30% à peine en playoff, et en effet, il y a rien qui est entré. Mais je te rejoins et je complète aussi donc ton 27 après le trade, par un 18 à peine avant le trade. Et je suis content parce que c'est un joueur, je pense, limité. Ça paraît méchant de dire ça, parce que oui, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il va devenir un créateur. C'est un peu dans ce sens-là que je le dis. Je pense que ça peut être un joueur qui est très bon de suite, et je pense qu'il l'était déjà, quoi. Et c'est pour ça que c'était un peu frustrant, ce côté de mais pourquoi tu le fais pas jouer, quoi. Ok, il y a pas de création, et parfois il peut faire des erreurs, d'accord. Mais pour moi, c'était déjà dès 2023 quelqu'un qui était un mec compétent de rotation, et que tu vois, tu parlais de ça à Kuminga. Quels autres joueurs sont rentrés en conflit avec Kuminga? Moody, il a pas fait autant, mais il y a un moment où ça couvait un peu, quoi, pour le coup. Donc je te rejoins sur le 27 minutes par match et sur le gros rôle. Je suis d'accord que ça fait plaisir de enfin voir un mec comme ça, ce mec-là prendre des minutes. Et alors pour une fois que je fais une bonne prédiction, non pas que je m'en vante, mais bon, blague à part, pour moi il y avait ce côté où c'était obligé qu'il joue en fait à partir du trade, parce que l'ajout de Butler rajoutait un non-shooter en plus, et quand j'en parlais au moment du trade, je disais mais il y a une possibilité qui est très forte qu'il gagne un peu en rotation, en minutes, parce que au bout d'un moment il faut quand même que tu aies des shoots, quoi. Tu peux pas avoir accumulé les non-shooters ensemble sur le terrain, donc forcément lui a pu en profiter, parce que Butler apporte un non-shooter, un shooter un peu moyen en plus, donc lui est apparu avec son 3&D et son catch and shoot, et ça allait. Et au contraire, des mecs comme Looney ou Jackson Davis ont un peu plus souffert en termes de minutage, parce que tu ne peux pas avoir que des non-shooters ensemble sur le terrain. Donc je suis assez content, tu l'as dit, 37% à 3 points sur quasiment 4,5 par match, c'est très bien. Et je le rappelle aussi, il a fêté ses 23 ans en playoff en mai, fin mai ou début juin, je crois. Il a que 23 ans encore. En fait, il a été drafté extrêmement jeune. Donc c'est là aussi, faut pas se dire bon, il est jeune, il peut encore progresser beaucoup en termes de création, etc. Non, je pense pas. Mais par contre, si tu me dis ce mec-là fait 10-12 ans d'excellentissime 3&D, tu vois, un peu à la Wes Matthews, ouais, j'espère, et je pense que ça peut être totalement le cas.
Ouais, on lui souhaite pas la même blessure que Wes Matthews par contre, mais Oui. ça parce que ouais c'est vrai. Mais tu vois, un peu, c'est un joueur utile en fait. C'est vraiment Ouais. t'as un petit peu cette réflexion quand tu fais quand t'analyses les drafts et les équipes qui draftent deux profils différents, de joueurs plafond et de joueurs plancher. Et vraiment la draft 2021 des Warriors, c'est ça, c'est t'as le joueur plafond avec Jonathan Kuminga, t'as le joueur plancher avec Moses Moody, et finalement dans une configuration où tu souhaites être compétitif et où tu es déjà entouré de tes meilleurs joueurs, t'as beaucoup plus besoin d'un joueur à la Moses Moody, à savoir un joueur de plancher qui va rien faire d'extravagant mais qui ne va rien faire de mauvais non plus. C'est-à-dire que oui, bah il fait pas, il est pas très bon au playmaking, mais il perd pas la balle, il rentre ses 3 points. Enfin voilà, il y a rien d'extraordinaire. Il peut attaquer avec close-out aussi, hein. Il peut pas que C'est shooter, ça. il peut attaquer un peu close-out au panier, donc c'est cool aussi, quoi. C'est ça. C'est parce que tu vois, on est à 72% de réussite sur les tirs tentés près au cercle. Alors oui, il y a pas non plus énormément de tirs qui sont tentés au cercle, mais voilà, tu vois, on est sur un joueur utile, une nouvelle fois utile. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord et je suis content enfin qu'on ait du Moody chez les Warriors qui joue pour ce 3&D. Ma quatrième stat du jour, moi de mon côté, bah tiens, je vais aller là-dessus. 37, c'est un pourcentage à 3 points de Brandin Podziemski. 37,2 même, c'est son pourcentage à 3 points cette année. Et je ne sais pas si tu te doutes de pourquoi j'en parle, mais parce que l'an passé, il était à 38,5. Donc c'est très proche finalement. Et j'en parle parce que pour moi, il y a un peu un côté une saison un peu montagne russe et peut-être aussi un aspect de biais d'ancrage, comme on dit avec lui. En fait, il a démarré la saison extrêmement mal. Et donc pour beaucoup sont restés un peu sur cette impression de la saison sophomore est très mauvaise, surtout par rapport aux attentes. Je pense aussi que les attentes post-saison rookie étaient peut-être un peu démesurées par rapport à ça, où certes, il a été très bon de suite en étant assez jeune, d'accord, mais avec aussi des lacunes dans son jeu. C'était le pire driver de NBA par rapport à ses petits bras, à sa petite taille, son manque d'explosivité. Enfin, il y avait des limites dans son jeu assez évidentes. Et je pense pas qu'il fallait s'attendre à l'époque à une explosion encore plus grande. Et finalement, on a vu que, mais non seulement il prend pas plus de création, mais ça pour moi c'est normal. Mais en plus, mince, il met pas ses tirs, quoi. Donc, waouh, quelle mauvaise saison sophomore de Podziemski. Je grossis un peu le trait, vous avez compris. Mais au final, je parle du chiffre global sur le reste de l'année parce que certes, il commence jusqu'à fin janvier, il est à 29%. Et en fait, au final, il remonte à 37. Donc premièrement, il faut pas paniquer. Deuxièmement, il faut aussi attendre de gros échantillons pour juger le tir parce que finalement 29% sur je sais pas combien c'était, 60-70 tirs. Bon, on peut le dire, mais ça ne veut rien dire, quoi. C'est pas un vrai pourcentage. Donc voilà. Et le shoot est finalement fini par revenir et il a été bon en playoff en plus. Il a été aussi très bon en playoff dans ce côté shoot face à la zone, notamment des Rockets, même parfois un pull-up à 3 points par-ci par-là. Donc voilà, peut-être un côté montagne russe, un côté surréaction de post-saison rookie, surréaction de début de saison. Aïe, c'est catastrophique, alors qu'en fait non, il était pas plus mauvais qu'avant. Il était tout aussi connecteur, tout aussi défenseur pour moi. C'est juste qu'il mettait pas ses 3 points. Mais c'est pas pour ça qu'il était mauvais, tu vois. C'était juste que le 3 points ne rentrait pas et on a vu que ça s'est normalisé par la suite, quoi. Oui, et puis t'as ce côté aussi où on va dire t'avais des attentes qui étaient importantes sur sa saison rookie et t'avais envie de le voir exploser parce que entre guillemets les Warriors ont fait de la place en début de saison pour qu'il puisse exploser. Et puis finalement ça n'est pas arrivé. Mais tu vois, tu parlais de l'âge de Moses Moody en disant qu'il a que 23 ans, c'est aussi le revers de la médaille entre guillemets avec les rookies plus vieux, c'est que Podziemski lorsqu'il est drafté, il a 20 ans, on va dire que c'est moyen plus en termes d'âge. Ouais, maintenant ça commence à être moyen plus en termes d'âge pour des draftés. Peut-être que effectivement l'évolution est peut-être moins conséquente que sur des joueurs entre 18 et 19 ans ou entre 18 et 20 ans sur leur première par rapport à leur deuxième année. Mais effectivement, tu vois, moi j'avais regardé aussi la stat des 3 points de Podziemski, 37%, ressenti 30%. C'est vraiment le résumé si je pouvais faire de la saison de Pods. Bien sûr, on salue Alan Guillot de Santa Clara. Mais en fait, c'est vraiment, tu vois, tu parlais d'irrégularité, mais il y a même de l'irrégularité vis-à-vis des matchs. C'est-à-dire que il y a 3 matchs, là, fin mars, face aux Spurs. Bon, c'est face aux Spurs sans Wemby, ça vaut ce que ça vaut. Mais 7 sur 9 à 3 points. Match d'avant face aux Pels 1 sur 7. Puis après ce 7 sur 9, il fait 0 sur 4 face à Memphis. Et puis après, il fait 8 sur 10 à 3 points dans une victoire face aux Lakers. Tu vois, il y a ce côté variance complètement folle chez Podziemski au niveau de son scoring. Et
tu vois, on parlait de l'éclosion de Moody et t'as eu raison de mentionner le fait que au niveau de l'explosivité près du cercle pour Podziemski, c'était pas ça, la finition c'était pas ça à cause des petits bras. C'est aussi pour ça que Moody s'est retrouvé titulaire, c'est que défensivement, t'avais plutôt intérêt de mettre Moody qui est un peu plus grand, en tout cas fait sa taille comparé à Podziemski avec ses petits bras. Pour l'association avec Stephen Curry, t'avais pas envie d'avoir un backcourt trop friable en termes de taille. Sponsorisé par Jurassic Park, hein, le backcourt Curry et Podziemski. Ou par Rex de Toy Story d'ailleurs. Exactement, avec ses petits bras aussi. Mais voilà, je trouve que tu vois, tu parlais de la zone, de la manière de faire déjouer la zone face aux Rockets. Ouais. Le match 4, il est exceptionnel face aux Rockets en termes d'adresse. Et puis t'as toujours, tu vois, c'est le côté pas le côté Jimmy Butleresque de Brandon Podziemski, mais il y a toujours le playmaking. Enfin, c'est un joueur au-delà du scoring qui est capable de faire beaucoup de bonnes choses. Et je trouve que d'avoir toujours ce côté playmaker est extrêmement intéressant. Donc ouais, c'est en fait. Je pense que Podziemski, en début de saison, on s'est trompé sur son profil, mais sur la manière dont on voyait l'évolution du joueur, qui sera pas tant un scoreur qu'un espèce de joueur couteau suisse une nouvelle fois, qui sera plus impactant, on va dire, sur son playmaking ou sur le rôle de connecteur que vraiment sur du scoring pur. Et je pense que c'était l'erreur qu'on a pu faire, ou toi, enfin pas toi forcément, mais qui a pu être faite sur son évaluation en fin de saison rookie. On va se dire, saison rookie, il y a déjà un petit peu de scoring, on a hâte que ça explose sur la saison 2. Et en fait, ça n'a pas explosé tant que ça parce que les qualités du joueur font que, en fait, il n'y a pas de prédisposition à une explosion au scoring. Oui, et puis il y a des limitations aussi, hein. C'est pas seulement des défauts à corriger, il y a aussi des limitations de taille notamment. Mais non, mais pour moi, c'est un connecteur et qui, tu vois, au final, même quand le tir entrait pas en début de saison, il faisait son rôle, quoi. Il jouait comme avant. Et moi, je m'attends à ce qu'on ait une carrière de connecteur. Je pense pas qu'il puisse atteindre un peu un niveau de DiVincenzo, qui je crois est un peu plus grand et quand même un peu meilleur en termes de shoot, notamment. Mais, plus gros volume, ouais. Tu vois, une carrière de connecteur à la DiVincenzo, peut-être pas aussi bon que DiVincenzo, mais pas loin non plus. Ça me va. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu parlais un peu de Alan Guillou. On a fait un podcast l'été dernier avec Alan, justement, pour parler un peu de son cas, qui est, je pense, toujours un peu d'actualité, si ça vous intéresse, de connaître un peu les coulisses, son historique, son histoire assez atypique. Donc, je vous renvoie vers cet épisode. Je n'ai pas le numéro, mais vous tapez Brandon Podziemski. Vous aurez les insights de quelqu'un qui l'a coaché directement à la fac. Et donc, je peux te lancer quelle est ta cinquième et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Warriors 2025. Ma cinquième et dernière stat, c'est 17.56. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Le nombre de 3 points par match de Curry. Alors, c'est Stephen Curry, mais c'est pas ça. C'est le delta entre l'offensive rating lorsque Curry est sur le parquet et l'offensive rating lorsque Curry n'est pas sur le parquet. Est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est 17.56. Ça commence à être beaucoup. Mais pour donner les chiffres, alors j'ai filtré sur les matchs que Curry a joué, saison régulière plus playoff. D'accord. Voilà. Donc il y a la série face à Houston et j'ai enlevé, on peut faire ça sur PBP Stats, j'ai enlevé les low leverage qui sont les situations de blowout pour filtrer sur des périodes qui sont intéressantes au niveau du score. Parce que j'étais obligé de parler de Stephen Curry qui a connu quand même un trou d'air terrible en milieu de saison où le tir ne rentrait plus du tout. Je me rappelle d'un match face à OKC justement où c'était le moment où Stephen Curry avait loupé X tirs, enfin limite t'avais une actualisation à chaque tir loupé en disant c'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps, mais qui a vécu une saison bizarre où il y a eu une crise d'adresse et peut-être lié aussi à un facteur H. Tu vois, tu parlais du fait qu'il avait connu assez peu de blessures, mais je sais pas, peut-être qu'il a ressenti de la fatigue. C'était aussi un problème qu'il avait eu l'an dernier sur la 2023-2024 où il y a un moment aux alentours de janvier-février Stephen Curry avait un petit peu perdu son adresse, donc peut-être c'est lié à la répétition. En plus, on sait qu'il a fait les JO, donc voilà, peut-être un petit peu de fatigue du côté Stephen Curry pour finir finalement, c'est pas très audible, mais pour se retrouver en étant défendu par 3 joueurs des Rockets sur la série face à Houston où c'était vraiment le moteur et il avait retrouvé son niveau de gravité en fait qui était les plus belles heures de Stephen Curry. Donc j'étais obligé d'en parler parce que voilà, c'est une saison où Curry a pas été c'est pas le meilleur Curry, c'est pas le Curry des grandes années en termes d'efficacité à 3 points, il est que pour Stephen Curry à 39,7%, quelle catastrophe. C'est seulement affreux, ça. Hein. C'est affreux, c'est
c'est indigne pour Stephen Curry. C'est seulement sa deuxième année où il est en dessous des 40% à 3 points. Je compte pas la 2019, 2019 de 2020 où il joue que 5 matchs, ça compte pas. Mais voilà, c'est une année un petit peu off pour Stephen Curry, mais même si l'année off entre guillemets, hein, bien sûr, au niveau de son shooting, il a quand même cette présence et c'est quand même le moteur de l'attaque des Warriors. Et t'as plein de profils, un peu moins avec l'arrivée de Jimmy Butler, mais t'as beaucoup de profils du côté des Warriors qui collent lorsque Stephen Curry est sur le parquet et qui ne collent plus lorsque Stephen Curry n'est plus sur le parquet. Typiquement les Moses Moody, les Brandon Podolski profitent grandement du rayonnement que tu peux avoir quand tu as Stephen Curry sur le parquet. Donc oui, j'étais obligé de le mentionner, c'est qu'il fait une saison qui est un tout petit peu en dessous de ses standards habituels, mais il y a un finish exceptionnel, je trouve, la série face aux Rockets, moi je le trouve vraiment excellent. Et en plus de ça, cet impact très fort qu'il a pu avoir sur la qualité du jeu offensif de ses Warriors. Ouais, et puis c'est comme d'hab, hein. C'est-à-dire que même quand il met pas les tirs, la gravité est toujours là et je trouve la création de décalage est toujours assez exceptionnelle, quoi. Même des matchs où même parfois il prend pas le tir du tout, une des possessions où il prend pas le tir, il y a quand même 2 ou 3 mecs sur lui parce que juste il bouge et c'est ça qui crée l'attaque. Moi je le répète à chaque fois, mais le fait que Gary Payton, le fils donc, celui de actuel, hein, pas le papa, mais ait une carrière NBA, c'est à 85% parce qu'il a joué avec Curry, parce que le niveau défensif on le connaissait d'avant, hein, Gary Payton the second, on le connaissait depuis c'est quoi, il était à Oregon je crois, je sais plus où, bref, mais en fait il est devenu viable parce qu'en fait en tant que poseur d'écran pour Curry, quand tu plonges au panier, bah c'est facile, hein, quand les deux ils montent sur Curry et que toi tu peux plonger tout seul au panier, quoi. J'exagère un peu, mais il y a ce côté création de décalage ultime qui est quand même génial. Donc ouais, et comme tu dis, année off en un sens, ou année un peu moins bonne, une année moins bonne de Curry, pour moi, est encore largement top 10 NBA, je pense. Il y a même pas trop de débat. Et cela dit, si tu me permets de caler aussi ma stat que j'avais sur lui, moi c'était 1,08. Mais par contre, c'était pas au niveau du 3 points, même si tu fais bien de remarquer que c'est seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il est pas à 40%. D'ailleurs, la fois d'avant, c'est 2022, tu sais, quand ils vont au titre, mais il y a un peu une panne. Voilà, il y a une panne sur toute la saison. Il bat le record de Ray Allen, et puis après, il y a une panne. Exactement, il est à peine à 38 sur cette année. Mais bref, donc revenons à ma stat, je disais 1,08, c'est point par tir sur drive, justement. Moi je m'attaque au drive plus qu'au shoot, parce que c'est assez intéressant sur les joueurs qui sont à plus de 8 drives par match, parce que je vous dis 1,08, vous savez pas à quoi ça correspond, bien entendu. Sachez que sur les gros drivers, les drivers réguliers, on va dire, plus de 8 par match, il est 53e sur 79 en efficacité sur les fins de drive, donc lay-up, ou alors en flotteur, ou alors lancer franc provoqué et entrée. La productivité générale, 53 sur 79, je vous le simplifie, c'est 32e centile. Voilà, 32e centile, donc à peine mieux que 32% de tous les autres drivers réguliers de NBA. Ok, gardez ça en tête. Donc cette année, 1,08, le chiffre brut. L'an passé, 1,17. L'année d'avant, encore 1,27 points par tir sur drive. Donc en fait, cette fois-ci, en termes de centile, 32e centile cette année, 63e centile l'an passé, 82e centile en 2023, où il était encore dans le top 15 hein, des gros drivers de NBA en termes d'efficacité en fin de tir. Donc tu vois, je parle aussi de ça parce que au final, en efficacité générale, on est à plus 7% relatif à la moyenne. L'an dernier, plus 6%. Et le truc, c'est qu'on est un peu loin de ces années, on va dire prime, où il était régulièrement entre 110, 115, mais même plutôt 115, 120. Donc entre plus 15 et plus 20% relatif à la moyenne, c'est un des meilleurs scores de l'histoire de la NBA pour ça aussi. Donc on est un peu loin de son prime. Et vu que ça commence un peu à s'accumuler, entre guillemets, les saisons seulement 9 sur 10 et pas 10 sur 10, je recoupe aussi avec le drive qui, tu le vois, le drive est un peu en déclin. Est-ce qu'il y a une explication tactique, comme on l'a dit, où pendant une partie de l'année, c'était pas parfait, manque de talent, manque de spacing, etc. Mais tu vois, si on recoupe un peu depuis 23, 24, 2025, ça baisse petit à petit, et sachant qu'il a aussi 34 ans, 35 ans, 36 ans, est-ce qu'on n'est pas aussi sur peut-être un début de déclin un peu acté? C'est pas juste une saison anomalie, maintenant on est à peu près sûr, c'est peut-être un début de déclin qui s'amorce en termes de drive, et qui fait que voilà, il va plus être le joueur qu'on connaît qui était à plus 20% relatif à la moyenne. Il va juste être encore le meilleur créateur de décalage, quel que soit le fait qu'il prenne le tir ou pas, et seulement en termes d'efficacité, seulement un 8 sur 10 quoi, plutôt que le 10 sur 10 qu'on connaissait. C'est peut-être ça le fait aussi, parce que il a quoi, 36, 37 ans maintenant, donc ça paraîtrait aussi un peu logique. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a eu 37 ans au mois de mars, Curry, donc voilà. Il va sur ses 38 ans, mais
De toute façon, il y a un déclin, je pense, qui est physique et c'est aussi lié à la perte d'efficacité. C'est-à-dire que comme Stephen Curry prend de l'âge, il n'est plus capable, comme il avait la fameuse stat, la saison 2015-2016, il est meilleur marqueur de la ligue à 124 de true shooting plus. Ouais. Bon. C'est très honnête. Meilleur score de l'histoire, on le rappelle. Ça. T'avais fait un top 10 des meilleurs pics. Il me semble que Curry était deuxième, puisque premier c'était LeBron. LeBron, ouais, avec la défense. LeBron avec la défense, Curry deuxième, et je crois que KD était troisième. Mais bref, c'est un autre débat. Mais cette saison 2016 avait grandement été prise en considération, effectivement. Mais je divague encore. Mais Curry, il y a cet aspect. Moi, ce qui m'inquiétait chez Curry l'an dernier, c'était le playmaking qui disparaissait vraiment, qui a jamais été extrêmement important. Si on prend son ratio assist per usage, ça fait quand même quelques années que Stephen Curry est bien en dessous de la moyenne pour son poste, 0,84 en 2020-2021, après c'est 0,92, 0,88, 0,77, aussi à expliquer par l'arrivée de Chris Paul, ce qui faisait qu'il était plus du tout dans une optique de playmaking. Là, c'est remonté à 0,95, finalement c'est son total le plus élevé en dehors de la saison 2019-2020 où il joue pas depuis la 2016-2017, donc on est sur des ratios au passé de 0,7 à 0,9 qui sont pas très importants, mais au moins t'as retrouvé un petit peu de playmaking. Par contre, oui, en termes de finition près du cercle, je pense que il y a ce côté essoufflement, il y a le côté physique, et puis surtout il y a c'est bizarre de dire ça pour Stephen Curry, mais c'est réel, il y a un manque d'explosivité, il y a un manque de vivacité comparé aux très grandes années de Stephen Curry. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté dynamique, mais un peu moins. Ce qui fait que le décalage qu'il pouvait avoir en 2017, le pas d'avance qu'il pouvait avoir sur le défenseur en 2017, il a peut-être plus en 2025. Ce qui fait que soit il va pas forcément au drive, soit le drive est fini plus difficilement, donc avec un taux de réussite qui est un peu moins important. Je pense que Curry, restant Curry, on est toujours sur des niveaux d'efficacité qui sont très grands, mais l'âge plus l'accumulation de matchs fait que difficilement, ça va être difficile pour lui de retrouver les hauts pourcentages de réussite au cercle qu'il a pu avoir par le passé, et que globalement on va être sur un Curry qui devient pas unidimensionnel, parce que c'est terrible de dire ça, unidimensionnel pour meilleur shooter de l'histoire, mais qui va se reposer de plus en plus sur sa principale arme qui est son shooting à 3 points. Je pense pas que ce soit le meilleur shooter de l'histoire, pour le coup. En fait, parce que je l'inclus pas avec les mortels. Pour moi, il est à part. Et ensuite, on peut faire un débat sur. C'est le meilleur shooter de la galaxie. Mais en fait, il est à part, quoi. Limite, on peut faire un débat sur un autre. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est que là, on parle on cherche un peu au niveau de tiens, il y a un indicateur au drive, au panier, etc. Il y a peut-être un début de déclin physique. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que le mec a 37 ans. Non seulement il est toujours plus efficace au général que, on va dire, 85% des joueurs NBA, je pense, à peu près. La saison de 37 ans ou 36 de Curry, c'est quand même bien meilleur que même la majorité des stars NBA n'atteindront jamais en carrière, plus 7% sur des gros volumes. Tout le monde ne le fait pas. Et non, de l'autre côté, tu dis il fait un peu moins de passes lui-même, mais c'est là où c'est génial. Et c'est qu'en fait, pour moi, je répète, mais ça reste un des meilleurs créateurs de décalage de NBA. Et s'il est pas numéro 1 parce qu'il y a Jokic, il est peut-être numéro 2. Mais je veux dire, c'est marrant parce que tu dis il fait moins de passes, mais en même temps, t'as cité aussi tout à l'heure le côté avec et sans lui, on a un plus 17 points de différentiel d'offensive rating, parce qu'il y a aussi un côté chez lui qui est très atypique. Et donc en fait, la création de jeu elle est là, même si lui ne fait pas la passe ou lui ne fait pas le tir, il y a un côté où tu vois, il fait une sortie d'écran, il y a 3 mecs qui montent sur lui, c'est un autre qui fait la passe et c'est un autre qui met le tir. Lui n'a rien à voir là-dedans, donc on peut même pas mesurer dans le box score son impact. Il faut juste mesurer à la fin, comme tu l'as fait avec l'offensive rating, et à quel point il fait monter un peu, il booste un peu le collectif finalement. Parce que sur l'action que je viens de décrire, il a fait ni la passe ni le panier, mais c'est lui. Le mérite, il lui revient à lui, quoi. Donc tout ceci pour dire, oui, malgré le petit déclin physique, qui en plus est normal à 37 ans, malgré tout ceci, etc., ça reste un joueur offensif assez fantastique, qui en plus a toujours ce côté création balle en main, quoi. Je veux dire. Tu vas en playoff et il se blesse pas, il va en finale de conf contre OKC. J'aurais été curieux de voir face aux grands et longs défenseurs d'OKC, mais voilà, on partait pas défaitiste, quoi. Donc voilà. Et autre aspect, tu vois, j'ai parlé un peu des stats de fin de drive, aussi pour dire autre indicateur qui se recoupe un peu, c'est que les tirs au panier baissent de plus en plus, les tirs directement sous le panier. Et de l'autre côté, les tirs un peu dans la zone des flotteurs augmentent la fréquence, je veux dire. Et ça, c'est aussi un indicateur de plus au-delà de l'efficacité, c'est comment est-ce que les tirs sont répartis. Tu prends en 2016, son année demi-dieu à l'époque, il était à 28% de tirs directement sous le panier, alors que c'est un shooter, on est d'accord, c'est un shooter. Mais 28%, ça baisse ensuite à 27, 23, 21. En 2021, il est à 21% à peine.
18, 18, 14 et 15 cette année. On est passé de 28 à 15% à peine, et les flotteurs, c'est un peu l'inverse. Je vais pas te refaire le détail, mais ça passe de 9% à peine dans la zone des flotteurs en 2016 à, petit à petit, ça augmente, 14, 13, 8, 14, 19, 18%. Ça augmente de 9 à 18%, donc ça double. Donc voilà. Également dire que 60% de paniers assistés cette année, ce qui est à la fois son plus haut total en carrière, mais qui est aussi à dire que des paniers assistés de Stephen Curry, ça veut pas dire qu'il a pas créé le tir lui-même. Là encore, anomalie de l'histoire et donc anomalie stat, parce que parfois il peut y avoir un tir assisté, mais c'est lui qui a créé l'action. Mais par contre, tu vois, pareil, en termes de à quel point il est assisté au panier, il est beaucoup plus assisté qu'avant au panier. Donc là encore, troisième élément qui se recoupe avec le côté, peut-être le drive fonctionne un peu moins. Mais voilà, on est sur de la micro-nuance, et si tu me dis l'an prochain les Warriors sont à 100% en bonne santé, je suis pas loin de me miser sur eux pour peut-être aller en finale NBA, quoi. Oh, ça. Alors toi, non, mais il y a une équipe de l'Oklahoma qui a peut-être son mot à dire, mais tu vois, je sais pas, tu parlais du fait qu'il y avait 58% de ses tirs au cercle qui étaient assistés. Les précédentes années, il est à 38, 37 et 37. Ça, ouais. Je me demande Exactement. si l'augmentation, en fait, de paniers assistés au cercle est pas aussi liée au fait que t'avais beaucoup plus de playmakers du côté des Warriors cette année que les précédentes années. Parce que finalement, tu regardes avec Pods, avec Draymond, avec Jimmy Butler, t'avais beaucoup plus de joueurs qui étaient capables de servir, on va dire, Stephen Curry pour qu'il puisse plus finir au cercle. Et je pense pas que t'aies eu un net déclin physique entre l'an dernier et cette année, puisque si on prend son pourcentage de tirs tentés au cercle, c'est le même entre l'an dernier et cette année. Donc, je sais pas si c'est, tu vois, il est plus assisté au cercle parce qu'il est moins capable d'aller au cercle, ou si justement il y avait plus de playmakers qui étaient capables de le servir dans des situations où lui il sort de justement 2 écrans pour venir sur un cut. Mais je sais qu'on avait parlé l'an passé de ça. Je crois que c'était pas avec toi, c'était peut-être Baptiste ou je sais plus qui, dans le bilan des Warriors 2024, on avait dit tiens, le drive est un peu moins bon à surveiller, est-ce que ça va rebondir ou est-ce que c'est un début de déclin? Là, pour moi, le fait qu'à 37 ans, deuxième année consécutive, où le drive est un peu moins génial qu'auparavant, parce que oui, on l'a pas dit, mais en fait, c'est un peu sous-estimé à quel point il était driver d'élite aussi à l'époque, alors qu'il y avait un peu cette image de shoot, mais en fait, avec le flotteur, avec son toucher de balle, avec même le côté athlétique et physique qu'il avait pris entre, tu vois, tu le prends en 2014, 2013 et tu le prends en 2016, c'est pas le même athlète, et encore moins, pareil, 2018, 19, 22, etc. Donc ouais, il partait de très très haut et il commence un peu à descendre, et vu que c'est la deuxième saison consécutive que ça se recoupe un peu, je me dis peut-être que enfin l'âge, je pense qu'on va tous pleurer d'ici 3-4 ans quand ils seront plus en NBA là, tous les LeBron, Durant et Curry. Mais ne finissons pas en pleurs ce podcast. Bon, ma cinquième était aussi un peu sur Curry. J'en avais une cinquième en bonus, si tu me permets. Mine de rien, j'avais 40,8, très simple, pourcentage à 3 points de Quinton Post. J'avais Quinton Post, dans les bonus, je voulais parler de Quinton Post, effectivement, que moi j'apprécie beaucoup. J'avoue avoir un petit faible pour les stretch 5. Bon, pour le coup, ça coche plutôt bien en termes de stretch 5, Quinton Post. Exactement. Qui est néerlandais d'ailleurs. Je sais pas si tu le savais. Ouais. Néerlandais, ouais. J'avais manqué l'info. Quinton Post, c'est Quinton, ouais, c'est ouais. Effectivement. Petite consonance néerlandais pour c'est Quinton Timber, le joueur le défenseur d'Arsenal. Je crois que ça doit être ça le prénom. Tu me poses une colle, mais au Feyenoord, je sais plus, trop d'heures sur Football Manager, mais je sais qu'il y a un footballeur qui s'appelle Quinton néerlandais. Je suis resté sur Gaël Clichy, moi, tu vois, donc je suis sur Football Manager 2009 pas encore. Ouais, mais... ouais, peut-être un peu après, mais pas beaucoup. Non, mais bonne surprise. Et là encore, je pense que j'en parlais avec Moody. Je pense que lui a aussi profité du fait que Butler arrive et que Butler est un non-shooter. Donc, l'importance de Post a été réévaluée, même si ça ne date pas que de ça. C'est pas que, tiens, il nous faut du shoot. Donc, faisons jouer le mec de 24 ans qui sait pas faire grand chose à part shooter. J'exagère un peu. Je trouve que justement c'est pas ça. On avait déjà des bons flashs en début de saison, de placement. La protection de panier pour moi est un peu le point de bascule. À quel point ça peut être juste correct ou c'est nul et donc ça devient un peu un joueur. Ça reste un joueur de rotation, pas plus que ça. Mais ouais, la bonne surprise, pas plus à dire. Je pense qu'on va pas chercher des stats non plus à droite à gauche dans le détail, mais ouais, très bonne surprise par rapport à ça. Et si ça se confirme, tu vois, c'est un mec qu'on a vu qui en playoff pouvait jouer 10-15 minutes par match. À peu près selon les match-ups, parfois un peu plus, qui mettait des 3 points, un poste 5 qui met des 3 points, c'est aussi très cool. Il se fait un peu cibler parfois en défense, mais ça peut aussi pas mal tenir en termes de drop ou ça fait le minimum, on va dire. Donc ouais, bonne surprise, je trouve Quinton Post, mais en bonus, est-ce que tu en avais d'autres, des stats qui te restent ou des joueurs dont tu voulais parler?
Non, bah moi j'avais, tu vois, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais sur Quinten Post, j'ai 37, c'est le nombre de matchs où Trey Jackson-Davis a été titulaire, puisque lui pour le coup c'est un peu une déception comparée à sa saison rookie. Ouais. Non seulement il a pâti de l'absent, enfin il a pâti de l'arrivée de Jimmy Butler, mais il a été quand même moins bon sur son année sophomore que sur son année rookie, un peu moins, enfin beaucoup moins même, explosif au cercle. Il y a des chiffres d'efficacité qui sont terribles si on fait le delta entre l'année rookie et l'année 2, puisqu'on passe il tente que des tirs à 2 points, donc on passe de 70% au tir à 57, donc on est à moins 12 points en termes de perte d'efficacité. Puis oui, lui pour le coup en termes de spacing, c'était pas viable avec Draymond Green. En plus, il est un peu undersized, donc il est pas très grand, donc c'est pas forcément ce que tu as envie de mettre. Et sur Quinten Post, tu vois, je me faisais la réflexion de savoir son futur, où tu parlais du fait que il avait profité de l'arrivée de Jimmy Butler pour glaner des minutes. Je me suis dit, d'un côté, il y a le départ de Kevin Looney du côté des Pels, donc il peut glaner encore plus de minutes, sauf que, d'après les petits papiers, les Warriors attendent que la situation Kuminga se décante pour signer à leur Ford. Oui. Tu vois, tu parlais de poste 5 qui est capable de stretch, tu vois, c'est peut-être l'inquiétude que je peux avoir, c'est du côté des Warriors, ils ont ce raisonnement qui est logique, de dire, on va prendre le profil de Quinten Post dans l'esprit, mais on va ajouter un joueur plus en la présence d'Al Horford, quoi. Mais tu restes dans cette optique, effectivement, de stretch 5, parce que avec Jimmy Butler plus Draymond Green, t'as quand même ce besoin de sécuriser un petit peu de spacing via ton pivot. Cela dit, tu vois, moi, je quitte pas le navire sur Jackson Davis. C'est un mec qui, on a vu l'an passé, était un bon rollman, même plutôt bon, protecteur de panier en deuxième rideau, assez cool. Ce que j'aime moins, c'est la défense un peu on-ball. Il peut être mobile, mais il a parfois des appuis un peu pâteaux, donc il se fait un peu cibler là-dessus, je trouve, sur des edges ou sur des switches. Mais j'abandonne pas le projet parce que pour moi, c'est juste que le fit tactique n'est pas très bon là-dessus, alors qu'on a vu que l'an passé, avec de bonnes opportunités, ça pouvait être cool. Donc il fera pas une carrière de titulaire NBA 10 ans pivot titulaire, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a un joueur NBA, un vrai bon joueur NBA, bon. Tout dépend les standards, on est d'accord, mais voilà. On n'a pas parlé de Buddy Hield, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que il est devenu un peu le Klay Thompson en moins cher, moins bon, mais un peu moins cher aussi. Le début de saison, souviens-toi, où il était le match à Boston. Là, ouais, exactement. Voilà, il nous fait 23 minutes par match, un rôle réduit. Tant mieux. À l'arrivée de Butler a permis ça, qu'on n'est pas sur utilisation de Buddy Hield, mais qui fait sa saison pour le coup, même s'il a 37% à 3 points. Lui aussi, c'est un peu anormal pour lui. Ça s'est effondré sur la seconde partie de saison où lui pour le coup, tu vois, c'est un peu Brandon Podzinski et lui se sont un peu échangé la place sur les courbes de début de saison. On adore ce que fait Buddy Hield, tu vois, c'est le cycle Buddy Hield où il est échangé, les fans de l'équipe qui le récupère se disent pourquoi il a été échangé, et puis en fait tu comprends parce qu'il perd son adresse. Non, moi sinon j'ai une stat pour Buddy Hield, c'est 81,8%. Ouais. C'est son pourcentage de réussite à 3 points sur le Game 7 face aux Rockets. 9 sur 11 à 3 points sur le Game 7, parce que sans lui, il y a quand même un 3-1 qui est remonté en 3-3, et pour le coup, Buddy Hield, il plante l'affaire très rapidement, on va pas se mentir. À la mi-temps, il termine à 6 sur 7 à 3 points. Quand t'as Curry qui marque, je crois que c'est 3 points à la fin de la première mi-temps du Game 7, et que t'as Buddy Hield à 6 sur 7 à 3 points, avec une défense élite, ça facilite quand même grandement les choses, éviter de se reprendre un nouveau 3-1 lead. Les joueurs à variance font gagner des matchs de playoff. Le refrain, on le connaît, mais effectivement, Buddy Hield a servi à ça. Melton, malheureusement, 6 matchs avant de se blesser, mais qui aurait été un ajout intéressant. Et d'ailleurs, il paraît qu'il est encore free agent et qu'il pourrait revenir aux Warriors. Oui. Paraît-il, ça pourrait être cool. Kevin Looney, on n'a pas parlé lui non plus, mais un peu le soldat d'habitude, pas grand-chose à dire. Guy Santos aussi, j'ai bien aimé l'émergence de Guy Santos cette saison. Enfin, Guy Santos. Et il a que 22 ans, mais ça fait 3-4 ans, je crois qu'il est en NBA. Déjà, il est arrivé... 2 ans, pardon. 2 ans, arrivé assez jeune. Mais voilà, c'est un joueur de rotation, on va dire. Mais on n'a pas parlé de Wiggins, par contre. C'est le gros cas qu'on n'a pas abordé. Aussi parce qu'il est parti, donc il a moins été inclus dans nos bilans puisqu'on était concentré sur la bonne deuxième partie de saison. Mais tu vois, il revient 30 minutes par match, 38% à 3 points sur un bon volume, bonne défense. Il se fait échanger parce que t'as l'opportunité d'avoir mieux avec Butler, c'est compréhensible. On a retrouvé un bon Wiggins, alors que tu sais, on a quand même eu une saison ou deux là où c'était un peu plus compliqué aussi, lui côté hors terrain avec sa famille, des événements, etc. Ça fait quand même du bien de retrouver un peu un bon Wiggins, je trouve. J'ai pas plus à dire, mais j'ai bien aimé. Ouais, je suis d'accord. Après, t'as eu
si on continue sur les joueurs un petit peu de l'ombre de la saison, t'as eu l'expérimentation Pat Spencer aussi au moment où t'as la blessure de Gary Payton 2 où ils essayent de le mettre un petit peu en meneur backup, en tout cas en joueur, dans l'utilisation, dans l'esprit de Gary Payton 2, mais sans les qualités, on va dire, de Gary Payton 2 de défense et de cut à très haute efficacité. Mais voilà, c'est un joueur potentiellement tu peux voir, parce que bon, il a 28 ans, hein, mais à voir comment tu peux être utilisé. C'est le genre de profil que tu vois difficilement fonctionner NBA, sauf dans un système de motion offense ou dans le collectif des Warriors. Tu vois, tu le mets dans n'importe quelle autre équipe, me dis c'est impossible que ça fonctionne. Là, limite, je sais pas comment il va se retrouver dans la rotation l'an prochain. Je pense pas qu'il aura de minutes crédibles et régulières, mais pourquoi pas. Tu vois, il y a eu des passages qui finalement n'étaient pas si inintéressants de sa part, même si le retour de Gary Payton 2 a enseveli un petit peu toute cette petite expérimentation. Je suis d'accord. Kevin Knox aussi qui a fait 14 matchs dans cette équipe. Ça, je sais pas s'il fallait le mentionner, ça, pour le coup. Non, Lindy Waters, l'ancien de chez toi, qui a fait un bon début de saison avant d'être échangé, le petit shooter de poche là, qui était à OKC fut un temps, mais ouais, bon, pas mal aussi, que j'aime bien, un bon petit joueur NBA, je trouve, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait le tour à peu près de ces Warriors 2025 qui vont faire tomber le Thunder en 2026 en finale de conférence. C'est ce que souhaite en tout cas Constant. On l'a compris. Oui, bien sûr. Puis moi, je suis extrêmement fan lorsque les Warriors battent le Thunder en plus. Ah oui, il y a un passif. C'est fini ça. La bague efface tout. Oui. On arrête de plaisanter. Je te remercie en tout cas d'être revenu sur le Basket Lab pour ce bilan des Warriors. Merci à toi. Merci de vous avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc voici pour les Warriors, un peu, bon, on va pas se mentir, hein, déception au niveau des playoffs, mais la pire déception possible, c'est-à-dire même pas déception en termes de niveau de jeu, mais déception parce que blessure. Voilà, le pire truc qui puisse arriver en sport, c'est on est privé de spectacle, on est privé d'une équipe, d'une vraie équipe qui à mon avis aurait été très embêtante pour le Thunder éventuellement s'il était passé contre les Wolves. Mais voilà, on peut tous imaginer. Un peu dommage, d'autant plus que c'est vrai que avec un groupe aussi vieux, t'as pas forcément il te reste plus tant de cartouches que ça. J'ai envie de dire, les munitions sont un peu réduites, donc gâcher une année à cause des blessures, c'est pas de leur faute, hein, mais c'est comme ça, c'est un peu dommage. J'espère que l'an prochain sera la bonne en termes de santé, pour qu'on puisse voir justement à quel point et jusqu'où ces Warriors peuvent aller. Donc voici pour Golden State, et donc on se retrouve demain pour un nouveau bilan 2025, et demain ce sera le tour des Minnesota Timberwolves. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Constant d'être passé sur Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.